J'essaierai d'être brève. Alors, Ricardo Pérez Marco est directeur de recherche en mathématiques au CNRS, à l'Institut de mathématiques de Jussieu à Paris, et il est par ailleurs espagnol, peut-être même français, et non. Je n'avais pas vérifié avant. Nous accueillerons aussi bientôt un Suisse. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Parce que c'est l'Europe, et puis surtout c'est la science. Et la science, par nature, elle est internationale. Et c'est ça qui est important. Et par nature, les scientifiques échangent entre eux, se donnent des informations mutuelles et se soumettent à la critique des autres. Et le travail n'est validé en science que lorsque les autres l'ont validé au moment des publications et que le concept ont pu être démolis par ceux qui voudraient les démolir. C'est le grand principe de la science, c'est de rendre ce que l'on fait, ce que l'on trouve, ce que l'on dit, ce que l'on démontre, de le rendre réfutable. Parce que la science, elle se construit en permanence en détruisant ce qui a été construit. Et de temps en temps, elle dit « ça, c'est vrai et c'est définitif ». Et là, on sait qu'on est dans le savoir. Et ça s'appelle l'agora des savoirs, qui va évidemment avec l'agora des questions. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on sait sur tel et tel sujet? Or, le Bitcoin est un mot dont on a tous entendu parler. Ça nous fait un peu peur, ça nous fait un peu rêver. On se demande un peu ce que c'est. C'est une crypto-monnaie, c'est la première d'entre elles. Et elle a été créée par un groupe de mathématiciens qui est anonyme et qui s'est doté d'un nom japonais. Alors pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que vous nous le direz. Mais en fait, c'est l'anonymat. Et puis c'est la sécurité. Et dans cette période de l'histoire de la planète, en fait, d'une certaine manière, de notre monde, le Bitcoin a été quelque chose de terriblement bousculant, puisque ça n'est reconnu par personne, sauf que ça l'est par à peu près tout le monde. C'est-à-dire que les institutions classiques, normales, les États, les banques centrales, ne s'en sont pas mêlées. Et c'est une grande, grande, grande nouveauté, puisque quelque part, il s'agit quand même d'échanger des choses qui ont de la valeur, en posant qu'en principe la valeur de cet objet qui est virtuel. C'est une sacrée révolution intellectuelle et morale, en plus que scientifique. Donc il va vous présenter cette technologie révolutionnaire. C'est un spécialiste des systèmes dynamiques, ça vous paraît simple, mais pas du tout. Grosso modo, c'est la théorie du chaos, pour fabriquer un objet tangible. Il a travaillé dans de nombreux domaines, de la géométrie à la théorie des nombres, en passant par la dynamique économique. Par ailleurs, c'est un bitcoiner amateur et il s'est intéressé à cette technologie depuis ses débuts. Donc, il a des collaborateurs, bien sûr, et c'est un scientifique de haut niveau. Et je suis ravie de vous le présenter ce soir et je lui laisse la parole pour ne pas vous ennuyer plus longtemps avec mes petites fadaises. Bonne soirée, travaillez bien. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Merci aux organisateurs. J'ai vu cette série de conférences sur l'argent et ça me semble un sujet passionnant qui a beaucoup d'aspects et points de vue différents. Et le Bitcoin, c'est une révolution monétaire puisque c'est une nouvelle forme d'argent. Mais bon, dès le début, elle n'a pas été reconnue comme telle. Donc, il y a énormément de choses à dire sur le Bitcoin. Donc je vais dire en fait très peu de choses et plutôt l'essentiel. Comme après il y aura une heure de questions, je vais pouvoir approfondir certains sujets. Et je voulais commencer par donner probablement un point de vue différent sur la notion d'argent, un point de vue de mathématicien. Et vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Voilà. C'est quoi l'argent? Alors actuellement, on pense à des billets, des euros, des dollars. Ça n'a pas été toujours le cas. Historiquement, on va voir, il y a eu beaucoup de formes d'argent. Mais même des billets ne sont pas tous les... Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre ces trois billets? Alors, je vous explique. Vous reconnaissez le premier, c'est un billet d'$1. Le second, c'est une centaine de trillions de dollars de Zimbabwe. Et puis le quatrième, je ne sais pas si vous êtes d'accord si c'est de l'argent ou pas, mais c'est la même chose, c'est un billet de Monopoly. Alors, il faut commencer par réfléchir quelle est la différence entre ces trois billets. Parce qu'en fait, mis à part
des procédures de fabrication plus ou moins sophistiquées, c'est la même chose matériellement. Mais ça ne représente pas du tout la même chose. Et pourtant, bon, ça ne vaut pas non plus la même chose. Il y a une valeur derrière qui n'est pas la même, alors que le support matériel est pratiquement le même. Donc il faut commencer par dégager la notion de valeur du support matériel. Ça n'a pas été toujours le cas. En fait, historiquement, on a vu différentes formes d'argent. Et surtout, voilà, je vous présente une évolution historique de monnaies. Donc en bas, vous avez des monnaies romaines. Donc on utilisait l'or et argent. Donc en bas à droite, vous avez un dénaire. Et à gauche, vous avez un aurium. Donc c'est la monnaie qui est utilisée dans l'Empire romain comme en plus d'autres monnaies de plus petite valeur. Et pendant très longtemps, pendant des milliers d'années, on a utilisé les métaux précieux. Donc l'argent avait un support matériel qui était assez universel. En fait, ça a perduré jusqu'au XIXe siècle. Vous voyez, là à droite, en haut à droite, vous avez un Napoléon or et un 5 francs Hercule du XIXe siècle. Donc en fait, ce n'est juste qu'au XXe siècle qu'on commence à utiliser une autre forme d'argent. Là, vous voyez un euro qui n'est plus fait en or ou en argent. Donc c'est plus une représentation que le support matériel. Parce que l'or et l'argent, ça sert et ça a une valeur en dehors de la forme des pièces. Ça peut être utilisé en bijouterie, ça peut être vendu en lingots. Donc il faut s'apercevoir que la notion de valeur et de support matériel est différente. Vous voyez, par exemple, historiquement, les différentes cultures ont utilisé toutes sortes d'objets comme argent. Alors, depuis des colliers de perles qui actuellement n'ont pas de valeur, jusqu'à des pierres raies. Alors, ces pierres se trouvent en Micronésie, dans l'île de Yap, et ils étaient utilisés comme argent. Bien sûr, ce n'était pas pour acheter une baguette de pain, c'est des pierres énormes qui pèsent des tonnes, mais ça servait à acheter des terres, des maisons, et les gens dans l'île savaient à qui appartenait chaque pierre. Donc c'était une façon c'était de l'argent. C'était de l'argent, mais très différent de l'argent qu'on a actuellement. D'accord ? Donc c'est très intéressant de réfléchir à l'histoire de l'argent et voir toutes les formes pour vraiment essayer de comprendre ce que c'est. Alors, comme mathématicien, en fait, j'aime comprendre les objets par les propriétés qu'ils ont. Alors en mathématiques, surtout, on étudie les propriétés d'objets. Et ces objets, alors des objets ou des notions, ils existent pas par le support matériel, mais par leurs propriétés. Donc quand quelqu'un étudie la théorie de nombres, donc en fait on commence par étudier les nombres que vous connaissez tous, les nombres entiers. Et puis tout de suite, on peut définir une addition, une multiplication, et ça ne dépend pas du support. À l'origine, les nombres, ça servait à compter. Mais c'est indifférent si j'additionne 2 pommes et 2 autres pommes que si j'additionne des oranges. Le résultat est 4. D'accord ? Donc c'est 2 plus 2 égale 4. Ça s'applique à plein de représentations. Donc en fait, ce qui nous intéresse aux mathématiciens, c'est les propriétés de ces nombres qui après peuvent s'incarner d'une certaine manière en des pommes, en des oranges, dans un autre type d'objet. Mais, je veux dire, on ne se limite pas à penser que les nombres, ça sert juste à compter des pommes. Ça sert à compter tout. Donc c'est pour ça que les mathématiques sont en quelque sorte très universelles. Et bon, je donne cet exemple, mais toutes les notions mathématiques, finalement, plus ou moins abstraites et compliquées, sont des objets dont on étudie les propriétés qui peuvent se représenter parfois, mais bon, c'est pas tellement intéressant leur représentation. Ce qui est intéressant, c'est leur propriété. Et de ce point de vue, je trouve qu'il y a une façon de comprendre l'argent qui est exactement la même. En fait, de l'argent, ça peut être n'importe quoi, du moment où quelqu'un va l'accepter en mode de paiement. Le problème, c'est qu'il y a de l'argent qui est meilleur et il y a de l'argent qui est pire. Alors, quand on regarde ces grandes pierreries
Elle sert à payer des terrains dans l'île, mais ce n'est pas facilement transportable et ce n'est pas facilement divisible non plus. Tandis que les colliers, par exemple, les colliers de perles, c'est très bien parce qu'on peut, on peut les diviser facilement. Donc on peut payer avec quelques perles et donc ça peut se diviser de façon relativement facile. Aussi, ça peut se transporter d'une meilleure façon. Peut-être ça a d'autres défauts. Il y a un certain nombre de propriétés de l'argent qui font de l'argent, du bon argent ou du mauvais argent. Alors vous voyez, donc si vous voulez, en quelque sorte, après cette réflexion, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la vraie nature de l'argent, c'est que l'argent, c'est de la confiance. On confie dans quelque chose qu'on reçoit comme argent parce qu'on a la confiance de pouvoir l'utiliser dans le futur comme de l'argent sans que ça perde trop de valeur. D'accord? Et en fait, ce que je vous disais, tout objet matériel ou abstrait peut être accepté comme argent si on a la confiance et les bonnes propriétés. Donc, dans ce point de vue, c'est très semblable à ce qui se passe en mathématiques. Et je n'ai pas besoin d'avoir un objet matériel pour que ce soit de l'argent. Et en fait, vous êtes habitué à manipuler de l'argent qui n'est pas matériel. Vos comptes en banque, c'est des bits, c'est dans les ordinateurs des banques. C'est de l'argent qu'on appelle virtuel ou électronique. Mais la représentation en soi n'est pas importante. Mais alors, ce qui se passe, c'est que si vous croyez à l'argent que vous avez en banque, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous apporte cette confiance. Et c'est la banque qui le garde, qui s'assure de pouvoir vous le donner. Et tout le monde a confiance que cet argent, ben, 1 euro en banque, ça vaut 1 euro en pièces ou des euros qu'on utilise avec des billets. Donc c'est en quelque sorte, on veut penser que c'est équivalent, mais c'est juste parce que vous avez confiance dans votre banque. Si la banque disparaissait, votre argent disparaîtrait aussi. Il n'y a pas un support matériel. L'argent, les euros, à nouveau, on fait confiance à la Banque centrale qui émet ces euros et aux lois qui garantissent qu'ils sont un moyen de paiement. S'il n'y avait pas ces lois, s'il n'y avait pas l'État derrière, s'il n'y avait pas une banque centrale, cette confiance se perdrait. Et c'est le cas, par exemple, dans les dollars de Zimbabwe, où il y a aussi une banque centrale, il y a un État, mais à une certaine période, cette banque centrale a abusé et a imprimé beaucoup plus de dollars zimbabwéens de ce dont on avait besoin. Et du fait qu'on modifie la masse monétaire, donc on commence à imprimer de l'argent, des billets, alors tout le reste se dévalue. Et ces épisodes d'hyperinflation, on les connaît historiquement, ils sont apparus, enfin le plus célèbre, c'est probablement dans l'Allemagne de Weimar, dans les années 20 au XXe siècle, où il y a eu une inflation terrible. Mais bon, actuellement, on peut aller au Venezuela, on peut aller en Argentine, on peut aller dans beaucoup de pays où il y a ce problème d'inflation. Et la raison pour laquelle cet argent n'a plus la même valeur, c'est que l'organisme qui est censé donner confiance en abuse. D'accord ? Bien. En fait, aussi, bon, vous voyez, il y a un avantage à un certain support matériel parfois. Parce que c'est pour cette raison que l'or et l'argent, les métaux précieux, ont été l'argent canonique pendant des siècles. C'est qu'ils ont une valeur autre que monétaire. Donc on peut toujours les fondre et les vendre ailleurs. Et le marchandage, historiquement, on a marchandé avec de l'or et de l'argent. Et ce support matériel, enfin, on peut se poser la question aussi pourquoi on a utilisé de l'or et de l'argent et pas un autre matériel comme de l'eau, par exemple, ou de l'air. D'une part, il y a une rareté, il y a un certain nombre de propriétés qui font de l'argent du bon argent. Alors, je vais énoncer un certain nombre, il y en a beaucoup, mais bon, il y a des choses qui sont évidentes. C'est que du bon argent est difficile à falsifier.
Si vous pouvez falsifier des billets de Monopoly à volonté, ben, personne ne va les accepter puisque il n'y a aucune confiance. Vous ne savez pas si la personne qui est en train de vous payer vient d'imprimer ce billet lui-même. Donc, aussi facile à authentifier. Je vais dire, il y a de la fausse monnaie, ça a toujours existé. Et nos anciens savaient comment reconnaître les pièces en or, des pièces en argent, des fausses. Et parfois, il y a des fausses qui ont de l'or et de l'argent, mais en ont moins. D'accord ? Alors, typiquement, la falsification la plus courante des pièces en métaux précieux, c'est faire des pièces avec un contenu moindre en or. D'ailleurs, il y a des épisodes historiques très, très intéressants. Le déclin de l'Empire romain coïncide, et en fait, de la plupart des empires, coïncide par la dépréciation de leur monnaie. Alors, c'est dans l'année 300, Carcaïa a introduit le double dénaire. Donc, il y avait normalement le dénaire qui venait déjà de la République romaine. Et à Carcaïa, il a introduit ce double dénaire avec une teneur en argent qui a diminué au cours des années. Finalement, au début, les dénaires avaient un 90% d'argent et après, ils n'avaient rien. Donc, les métaux précieux, ils permettent d'authentifier parce qu'ils ont une densité très particulière. L'or, par exemple, on peut l'égaler qu'avec le tungstène. Et c'est des matériaux dans la table périodique, donc on ne peut pas les créer de rien. Et c'est facile à authentifier parce qu'il suffit de vérifier la densité. Et en fait, les gens qui ont l'habitude, et nos anciens avaient l'habitude, ils savaient quand c'était de l'or. Donc, en fait, de nos jours aussi, les billets, ils ont toutes des mesures de protection qui permettent de voir si c'est des faux billets ou des vrais. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache comment le faire. Mais bon, on fait confiance aux personnes qui nous passent des billets, parce qu'on fait des petits achats avec des billets. Pour des grands achats et des grandes dépenses, on utilise nos comptes bancaires et c'est la banque qui garantit que cet argent existe bel et bien. Bien que. Bien, alors, d'autres propriétés qu'on a vues, c'est que ça doit être facilement divisible, facilement transportable, parce que je peux gagner cet argent dans un endroit et le dépenser à un autre, même à l'autre bout du monde. Et ça serait important de permettre des règlements rapides. Le Pierre de Ré semble ne pas permettre des règlements rapides, mais en fait c'est faux, parce qu'il y a un consensus dans l'île où tout le monde savait quelle pierre était à qui. Donc ça permettait de faire des transactions rapides. Du moment où on annonçait que la pierre passait d'une main à une autre. Mais donc, il faut regarder en détail dans chaque cas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et aussi, on veut que la valeur soit préservée au cours du temps, que ça ne se dégrade pas. Donc, on pourrait utiliser des céréales, par exemple, comme l'argent. Ce n'est pas si mauvais que ça. Mais bon, il y a un petit problème, ou des aliments. Si jamais, au bout de 10 ans, ces aliments ne valent plus, ne servent plus d'aliments, ben ça peut effondrer la valeur. Si c'est international, c'est relié au fait que ça soit facilement transportable, d'autant mieux. D'ailleurs, on est bien content d'avoir l'euro. On n'a pas à échanger des devises, au moins à l'intérieur de l'Europe. On savait qu'on perdait toujours, n'est-ce pas ? Donc, et d'autre part, on voudrait que la valeur soit stable. Ça peu volatile. On veut que si on vend une baguette de pain à un moment donné, dans un mois, on va pouvoir acheter avec cet argent plus ou moins une baguette de pain. Bien qu'on sait que les prix varient, mais c'est beaucoup plus dramatique quand la valeur de la monnaie varie. Parce qu'alors tout devient cher ou tout devient peu cher. Je veux dire, vraiment, on aime avoir une monnaie stable, mais ça, ce n'est pas une règle mathématique, c'est le marché économique qui le décide. Et souvent, un peu, les erreurs qui ont été commises par des gouvernements, c'est vouloir fixer des valeurs qui étaient discordantes avec la réalité. Donc, pendant beaucoup d'années, par exemple, il y a eu cette double monnaie, on parle de bimétallisme, où il y avait l'or et l'argent. Et la Banque de France était la banque au monde qui garantissait cette stabilité pendant le 19e siècle, jusqu'à 1870.
Mais à des moments donnés, ça crée des tensions parce que tout d'un coup, on découvre des gisements d'argent très importants. Et normalement, bon, ben, l'argent vaut moins. Dans le marché, il y a une abondance d'argent, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et l'or en relation vaut plus. Donc vous regardez un Napoléon, c'était 20 francs, et des Hercules de 5 francs, ben, c'est 5 francs. Donc un Napoléon a 5,81 grammes d'or pur, et des Hercules ont 22,5 grammes d'argent pur. Si jamais la valeur relative change beaucoup, ce n'est plus la même proportion que la valeur faciale. Donc on a assisté pendant... Mais ça, bon, ça a été oublié puisque ça a disparu. Mais pendant le 19e siècle, on a assisté à des tensions monétaires dues au fait qu'on a utilisé une double monnaie, le bimétallisme. Bien, fongible, ça veut dire qu'un euro est le même partout. D'accord ? Alors, il faut faire attention, les pièces, normalement, sont faites pour elles valent la même chose partout. Mais, par exemple, les pièces historiques, il y a des pièces de collection qui ont la même valeur faciale, mais dont la valeur dans le marché est très différente. Parce qu'elles sont devenues historiques, il y a une valeur de collectionneur, etc. Elles sont plus fongibles. Mais bon, on voudrait que les unités de monnaie, d'accord, soient équivalentes. Donc, si vous regardez les pierres raies, ben, elles ne sont pas toutes pareilles. En fait, la valeur était associée à la grandeur, au poids. Bien. C'est important que ça soit accepté par une large communauté, parce que sinon, si c'est moi tout seul qui décide que quelque chose de l'argent, ben, je peux que m'acheter les choses à moi-même, ce qui est un peu stupide. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine communauté qui donne ou croit dans la valeur de cette monnaie. Et on sait que pour les monnaies nationales, elles n'ont pas la même valeur. Enfin, là, il y a des cours internationaux. Mais bon, quand vous allez payer de façon pratique dans un pays, vous n'allez pas utiliser des euros en Chine ou des euros aux États-Unis, mais parfois, vous pouvez utiliser des euros en Amérique du Sud ou des dollars. Donc, il y a certaines monnaies qui sont plus fortes que d'autres, et c'est intéressant de réfléchir pourquoi. Bien. Anonyme, bah, c'est une propriété que je pense est importante. Et plus que pour cacher de l'argent noir, c'est parce qu'on n'aime pas rendre public les économies qu'on a. Que tout le monde le sache, en particulier des voleurs qui pourraient savoir si vous avez une grande fortune ou pas. D'accord ? Donc, d'autre part, ça rentre en conflit avec les intentions des gouvernements qui n'aiment pas vraiment une monnaie totalement anonyme parce qu'ils veulent savoir qui a de l'argent ou pas. Donc, il y a des règles bancaires qui s'appellent le KYC, Know Your Customer, et des règles anti-lavage d'argent, etc. Donc, vous voyez aussi que les propriétés peuvent varier. Et bon, certaines propriétés peuvent être bonnes pour certains et pas bonnes pour d'autres personnes. Une propriété qui me semble qui est importante, c'est que l'argent ne soit pas censurable, ça soit décentralisé. Alors, décentralisé, ça va revenir souvent. Vous voyez, la plupart des monnaies qu'on a actuellement sont centralisées parce qu'il y a une banque centrale qui décide, qui peut faire varier sa valeur simplement en imprimant plus de monnaie ou au contraire, en enlevant de la liquidité au marché. D'accord ? Mais en général, c'est le contraire qui se produit. C'est les banques qui impriment de l'argent pour financer des projets, et les banques et les pays. Et bon, donc cette monnaie est vraiment contrôlée. Ce n'était pas la même chose dans l'époque du patron or. Donc après l'époque bimétalliste, ce qui s'est passé, c'est que l'or a été le patron de référence. Donc les monnaies étaient indexées avec l'or. Mais ça a disparu. Ça a disparu en grande partie... après la Seconde Guerre mondiale, les réserves d'or étaient aux mains des Américains, essentiellement. Et le patron or s'est fixé avec le dollar, mais vous ne pouviez pas échanger de dollars en billets contre de dollars en or, comme les Américains pouvaient faire avant. C'est uniquement les autres pays qui pouvaient changer le dollar en devise pour de l'or. Et bon, au moment de la guerre du Vietnam, en particulier De Gaulle a compris que les États-Unis abusaient de ce monopole pratiquement de monnaie forte internationale
et donc a demandé l'échange de billets de dollars contre de l'or. Et à ce moment-là, Nixon, c'est le choc Nixon, il a décidé que le dollar n'était plus convertible. Donc le patron or a complètement disparu. Donc les monnaies qu'on a actuellement, c'est des monnaies flottantes, fiat qu'on appelle. On y croit parce qu'on croit au gouvernement et aux banques centrales qui sont derrière. Mais il n'y a rien qui empêche d'imprimer beaucoup plus de monnaie, comme c'était le cas avant avec l'or. Parce que si vraiment il y avait derrière des réserves d'or, ben, le nombre de francs, de dollars, etc., devait correspondre aux réserves. Et ce n'était pas possible. Il y avait un support physique qui limitait ça. Et la production, l'extraction de l'or, si vous voulez, actuellement, l'inflation de l'or, l'inflation monétaire, donc ça veut dire combien d'or on extrait en une année et quelle proportion ça représente avec l'or qui existe déjà, qu'on a déjà extrait. Parce que l'or actuellement, l'or on l'extrait de la croûte terrestre. Si jamais il y avait un météorite d'or qui arrivait, ça bouleverserait le prix de l'or. Bien, actuellement, l'inflation monétaire de l'or, c'est de l'ordre de 3%. Donc, ce n'est pas très important comparé avec d'autres monnaies. Une dernière propriété que j'ai mis ici, qui semblera un peu mystérieuse, c'est que l'argent doit être inutile. Alors, j'expliquerai ça un peu plus tard, peut-être au moment des questions. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il ait seulement une utilité monétaire. Si jamais ça sert à quelque chose d'autre, ce n'est pas très bon parce que sa valeur va dépendre de cette activité économique. Exemple, l'argent. L'or est utilisé en bijouterie, mais l'argent est utilisé dans beaucoup d'activités industrielles. En particulier, au moment de la photographie, c'était utilisé pour produire pour la photographie de façon importante. Et actuellement, par exemple, l'argent s'utilise dans les plaques solaires. Donc, si jamais le marché de plaques solaires est très fort ou pas, ça peut influencer le prix du marché de l'argent. Donc, l'utiliser comme argent en soi fait que la volatilité de sa valeur dépend vraiment de l'utilisation qui est faite. Ça explique, par exemple, pourquoi le platine et le palladium sont pas aussi bons, ce sont des métaux précieux, ils sont rares, mais ils ne sont pas aussi bons que l'or, par exemple, comme argent. Ils sont utilisés dans les catalyseurs des véhicules. Donc, lorsque l'économie va bien et on vend beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de demandes et le prix augmente beaucoup. D'accord ? Et actuellement, le palladium, par exemple, vaut beaucoup parce qu'il y a plein d'autres applications industrielles. Donc, si on l'utilisait comme argent, le prix, par exemple, le palladium, il est passé il y a quelques années, $150, maintenant, ça vaut plus que l'or, plus de $2000. Bien. Donc, c'est juste des propriétés de cet objet, argent, qu'on aimerait avoir. Et puis après, bon, au cas par cas, on peut décider si quelque chose est de l'argent ou si ça nous convient comme argent. Donc, finalement, ce qu'il faut, c'est avoir une communauté qui a un consensus qui s'accorde que ça a une valeur. Alors, j'ai fait toute cette introduction un peu longue parce que c'est crucial de comprendre ça pour comprendre le Bitcoin. En fait, bon, je vais raconter un peu maintenant, rentrer dans le sujet et raconter un peu l'histoire du Bitcoin, qui est très amusante. Donc, la genèse du Bitcoin. Alors, ça s'est créé dans une mailing list, un site un peu obscur, d'informaticiens, de cryptographes, anarchistes, qui, dans les années 90, ont compris qu'on avait tout d'un coup, avec tout l'événement de l'Internet, de l'informatique, un problème avec les données privées. Parce que les données privées, ils avaient vu ça déjà dans les années 90. Hein. Vraiment, il y a une mailing list où ils se réunissaient. Et un peu une des préoccupations fondamentales, c'est comment maintenir la privacité de nos données. Pourquoi ? Parce que, dans beaucoup de constitutions, et beaucoup de gens pensent qu'on a le droit à avoir une privacité, et notre vie privée, soit nos finances, soit nos activités, ne doivent pas être du domaine public. Donc, pour cela, il y a des outils mathématiques qui sont adaptés, et c'est la cryptographie.
Donc c'est assez curieux aussi l'histoire de la cryptographie, parce que la cryptographie, c'est de la théorie de nombres. En fait, pendant des siècles, les mathématiciens ont étudié la théorie de nombres, donc les nombres premiers, les nombres entiers, les nombres pairs, les nombres impairs, et ont étudié leurs propriétés de façon purement mathématique, sans aucune application. Et tout d'un coup, on a découvert que ça avait des applications pour signer des messages, pour crypter des messages, pour cacher des messages, pour donner une forme à une information qui ne soit pas reconnaissable, mais qu'on puisse prouver qu'on a cette information sans la dévoiler. C'est assez magique, ça. Vous voyez, je prétends avoir une information, et je peux prouver que je l'ai sans la dévoiler. Alors, si vous réfléchissez, ce n'est pas facile à faire. Mais on peut faire ça avec la théorie du nombre. Ça s'appelle la cryptographie. En fait, la cryptographie existe depuis longtemps, depuis l'histoire des guerres, quand les généraux devaient communiquer sans risquer que ces communications soient interceptées, on cryptait les messages. Donc, un des plus vieux chiffrements, ça s'appelle le chiffrement de César. C'était très simple, c'était juste une table où on échangeait des lettres par d'autres. Alors c'était très simple, parce après on fait une analyse statistique. Bien sûr, probablement il y a beaucoup plus de A que d'autres lettres. Donc on regarde quelle lettre apparaît le plus, on sait c'est un A. D'accord ? Donc il y a des moyens de chiffrement plus ou moins sophistiqués. On pourrait faire plusieurs séances là-dessus. Mais bref, ces gens, ces cypherpunks, ils connaissaient cette technologie et ils savaient qu'on pouvait écrire des programmes, gérer l'information de façon à préserver la privacité. Donc, et ils discutaient comment améliorer ces choses-là. Et ils avaient aussi un point anarchiste. Donc, on appelle souvent ça les crypto-anarchistes. Ils refusaient un peu les pouvoirs centraux, les États. En particulier, il défendait que l'État n'a pas le droit de vue sur la vie privée des citoyens. Et une des préoccupations, dès le début, c'était de créer une monnaie anonyme qui ne soit pas dans la main des États, ni dans la main d'une entreprise, d'une compagnie ou d'une banque. Et il y a eu plusieurs essais. Donc, il y a des points en plus. Alors, les premiers essais, ça s'appelle B-Money, B-Gold, Repo. Comme d'habitude, dans toutes les grandes découvertes, il y a des petites découvertes qui les précèdent. Et ce n'est uniquement qu'en 2009, en 2008, il a fait public le papier. C'est le mathématicien anonyme. On ne sait pas si c'est mathématicien, on ne sait pas si c'est une personne. On sait que c'est lui qui a rendu public l'article où il décrivait le protocole du Bitcoin, comment ça marchait. Et il a fait ça dans cette mailing list. Au début, les gens ils n'ont pas cru, mais les gens se sont intéressés. Il a fait plus que ça. Donc Satoshi Nakamoto a dit qu'il avait résolu ce problème. Il a fait public un article où il décrivait comment ça marchait. Et en plus, il a écrit le code. Donc on pouvait décharger le programme et le faire tourner. D'accord ? Et c'est ça qui permet de créer une monnaie anonyme. Alors je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais son but, c'est créer une sorte d'or électronique. Une version de l'or, mais au lieu d'être matériel, ça va être de l'or mathématique. Alors bon, personnellement, je pense que Satoshi Nakamoto, personne ne le sait. Ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Il fallait qu'il sache programmer, qu'il sache des mathématiques, qu'il sache de la cryptographie, qu'il sache beaucoup de choses, qu'il sache aussi de la théorie monétaire. Et donc c'est probablement un travail de collaboration, mais il a décidé, un peu dans la philosophie de cypherpunk, de rester complètement anonyme. Et à ce jour, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est une histoire quand même assez jolie. Ça ressemble un peu à des histoires de mathématiciens. Vous savez, en France, on a le groupe Bourbaki, c'est des mathématiciens anonymes. Il y a une raison pour être anonyme, une raison importante. D'ailleurs, un des anciens bourbakistes et un des meilleurs mathématiciens du XXe siècle a étudié à l'université de Montpellier. Je vous laisse trouver son nom. Mais bon, c'est un des
des référents qui a révolutionné la géométrie algébrique. Bref, en Bourbaki, c'est un groupe de mathématiciens qui ont décidé de réécrire les bases des mathématiques, une encyclopédie mathématique, et en quelque sorte dépersonnaliser. C'est plus important de dépersonnaliser, on écrit sur les maths. C'est quelque chose en état, c'est les fondements, en état très pur. On ne veut pas que ça soit associé à des personnalités. Donc les composants de ce groupe restent anonymes. Bien sûr, avec le temps, on sait qui a été et qui n'a pas été. Mais je comprends que Satoshi Nakamoto, il voulait dépersonnaliser. Et en fait, c'est important parce que c'est un des points importants aussi de la décentralisation. Il n'y a personne qui est le propriétaire. Il n'a pas mis de copyright. Il a écrit du code libre qui était déchargeable gratuitement, qui était modifiable gratuitement. Les gens pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Donc, c'est la philosophie de l'open source. Donc, c'est ce genre de projet où la collaboration après de beaucoup de gens les améliore et produit des choses que les compagnies privées n'arrivent pas à produire. Linux, par exemple. Linux, c'est aussi de l'open source. Donc, c'est un système opératif qui, je crois maintenant, est plus utilisé que Windows ou le système opératif dans le Mac, etc. Et parce que ça a été produit par une communauté. Et bon, en fait, une fois on s'habitue, on n'est pas habitué à payer pour du software. On sait qu'il y a des programmes libres qui permettent de faire tout. Bon, là, la philosophie, c'est un peu la même chose. Mais il a proposé de faire de l'or électronique, une monnaie décentralisée, donc il n'y a pas une banque centrale derrière. C'est très compliqué à faire. Les essais précédents ont échoué, ils n'avaient pas tous les éléments. Alors le génie du papier de Nakamoto, c'est de rassembler tout ce qu'il fallait pour créer cet objet. Et je vais vous dire en une phrase ce que c'est le Bitcoin. Et j'espère qu'avec l'introduction que je vais vous donner, vous comprenez un peu l'idée. Donc, le Bitcoin, c'est en fait un algorithme mathématique de confiance et de consensus. Donc, c'est un algorithme qui, de façon automatique, permet de prendre des décisions honnêtes, de faire un consensus. D'accord ? Et pourquoi ils font un consensus ? Parce que il faut qu'on soit tous d'accord sur ce que sont les transactions de Bitcoin. Normalement, c'est notre banque qui s'occupe. Il s'occupe de vérifier que votre compte n'est pas débiteur, que vous dépensez ce que vous avez, donc vous lui faites confiance. Mais si la banque voulait échanger les nombres, les bits, avec les quantités qu'il y a dans votre compte, vous ne saurez rien. On fait confiance à la banque. On fait confiance aux banques centrales, qu'elle nous dit qu'elle a produit un certain nombre d'euros, que c'est bien le cas. Vous pouvez dire, il n'y a pas de raison d'être méfiant. Bon, quand je vous raconte les épisodes d'hyperinflation d'autres pays, il est clair qu'il vaut mieux pouvoir être sûr sans que ça dépende de personne. Et la magie, là, c'est que, en fait, c'est toute la communauté qui va gérer ce réseau, parce que c'est un réseau, qui va permettre d'établir ce consensus. Donc, en fait, bon, d'une part, c'est un vieux rêve, c'est l'alchimie, c'est créer de l'or chimiquement, originellement, mais là, on le crée mathématiquement. Pour l'instant, ce n'est pas de l'or, c'est juste un algorithme qui fait quelque chose. Il faut comprendre pourquoi ça a une valeur. Mais vraiment, il y a cette première page du Economist qui, je pense, qui a représenté très fidèlement ce que signifie le Bitcoin. C'est de trust machine, la machine de vérité. D'accord ? Et ce qui se passe, bon, je vais vous raconter un petit peu comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est que vous allez faire des transactions, vous allez pouvoir échanger des bitcoins sans que personne n'ait à autoriser ou à vérifier ce que vous faites. C'est la communauté qui va vérifier. Si vous essayez de dépenser plus de bitcoins de ce que vous avez, la communauté va refuser vos transactions. D'accord ? Mais il n'y a personne en particulier. En particulier, ce n'est pas censurable. Vous voyez, c'est arrivé. Wikileaks, quand ils ont commencé à sortir des papiers sur le gouvernement américain, tout d'un coup, il a été interdit bancaire. Donc Wikileaks, qui vivait des dons,
ne pouvaient plus recevoir de virements bancaires ni de paiements par carte bleue. En fait, Wikileaks a survécu grâce au Bitcoin. C'est le Bitcoin que les États, ni le gouvernement américain, ni aucune compagnie peut arrêter. Quand vous faites une transaction Bitcoin, c'est les mathématiques qui commandent, personne d'autre. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, d'une part, il n'y a personne qui peut censurer, et d'autre part, c'est un protocole. Donc, c'est un ensemble de règles, et la production monétaire, le nombre de bitcoins, à tout instant, on peut savoir combien de bitcoins existent. Donc, on sait exactement, et c'est programmé. On sait combien de bitcoins il y aura dans 10 ans. D'accord? Donc, voyons. Le réseau. Bon, c'est quoi le réseau? Bon, mathématiquement, un réseau, c'est juste, il y a des nœuds et des arêtes. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens déchargent un programme. C'est un petit programme au début. Et en fait, même c'est encore un petit programme. Le programme, c'est un petit programme qui tient dans n'importe quel ordinateur. Et la première chose que ce programme fait, il se connecte à d'autres programmes, au même programme dans d'autres ordinateurs. Donc, on représente ça par un réseau. Chaque petit programme, c'est un nœud. Et après, il y a les arêtes. S'il y a une arête entre deux nœuds, ça veut dire qu'ils communiquent. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils communiquent? Ils vont communiquer des informations, en particulier des transactions, des consensus, etc. Ils vont se parler. Ils vont se mettre d'accord dans ce réseau. Et ça, avec très peu de matériel, par exemple, vous achetez une Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur qui coûte 30, 40 dollars, enfin euros. Et là, vous pouvez mettre un nœud de Bitcoin. Ce n'est pas nécessaire de mettre un nœud de Bitcoin pour utiliser le Bitcoin. Il y a des façons plus simples de faire. Mais bon, pour les gens qui aiment un peu la technologie, c'est toujours très amusant de faire son propre nœud de Bitcoin chez soi. Et en fait, on peut voir un peu l'activité du réseau quand on est connecté. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, tout d'abord, il y a ce réseau qui s'établit. Et quand il y a une transaction, en fait, elle se propage. Donc, quand j'effectue une transaction, alors il faut faire une certaine procédure cryptographique pour prouver, sans dévoiler, que moi, je suis le propriétaire de ces bitcoins. Donc, je transmets cette information dans le réseau et les gens savent qu'en effet, j'ai ces bitcoins dans ma possession et je décide de faire une transaction qui, après, se propage partout. Donc, les transactions se propagent dans tout le réseau. Donc, de façon continue, chaque fois qu'un nœud voit une transaction nouvelle, elle essaye de la propager, de la transmettre, de la communiquer à ses voisins. Et donc, ça se fait en des fractions de secondes. En fait, si j'avais plus de temps, je pourrais vous faire une démonstration pratique. En 5 minutes, on décharge un portefeuille Bitcoin et puis on peut faire une transaction et voir comment elle se propage partout dans le monde. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces transactions? Bon, d'une part, la cryptographie garantit que si je veux dépenser certains bitcoins, c'est juste faire un virement de bitcoin d'une adresse à une autre. Mais ça ne passe pas par une banque, ça ne passe pas par un nœud central. Elle se propage partout et les gens la propagent si elles voient qu'elle est honnête. Donc le seul point d'honnêteté, c'est que je ne dépense pas plus de bitcoin sur ce compte qu'il y en a. Et puis je signe, il y a une clé secrète pour signer. Alors bien sûr, vous ne mémorisez pas cette clé secrète. En fait, cette clé, c'est le programme, le portefeuille que vous utilisez qui la mémorise. De façon pratique, on peut parler un peu plus en avant comment ça marche exactement. Mais finalement, c'est très simple. Dans le portefeuille, vous avez un bouton pour envoyer, un bouton pour recevoir. Après, il y a d'autres technicités, mais essentiellement, les transactions se propagent. Et ensuite, il y a une procédure de validation. Cette validation, on l'appelle minage. Alors, ça mélange deux choses. Donc, le réseau, à un moment donné, il y a un certain nombre de transactions qui flottent dans le réseau. Et alors, il y a certains gens dans le réseau, certains nœuds, qui décident de valider ces transactions. Pas tout le monde. Tout le monde n'est pas forcé de valider les transactions. Il le fait s'il le veut. Tout dans le protocole est volontaire. Qui ne veut pas participer ne participe pas. La même chose, si vous ne voulez pas acheter ou avoir des bitcoins, vous n'en avez pas. C'est libre, c'est un réseau libre. Vous l'utilisez si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous vous maintenez en marge. Et pour la validation, c'est la même chose. Vous n'êtes pas forcé de valider, mais c'est intéressant de valider. Parce que la clé, c'est que ce que font les validateurs ou les mineurs. Alors, ce n'est pas clair pourquoi ils s'appellent mineurs. Je vais vous l'expliquer dans une seconde.
les validateurs, ils prennent ces transactions qui sont licites, ils les regroupent dans des blocs. Et tous les 10 minutes, il y a un bloc qui est validé. Et ça, quand un bloc est validé avec des transactions, les transactions que je trouve dans ce bloc restent valides et normalement, bon, elles restent fixées. Donc elles restent établies. Donc à un moment donné, quand vous faites une transaction, elle n'est pas conclue. Elle est juste propagée. Et il faut attendre 10 minutes, une demi-heure, ça dépend du temps, ça peut prendre plus ou moins de temps, qu'elle soit inclue dans un bloc. Et à ce moment-là, la transaction est fixée. Ça s'appelle des mineurs parce que pour faire cette validation, c'est compliqué à faire. En fait, ce qui est compliqué, c'est concevoir, et ça c'est aussi une partie du génie de Nakamoto, de protocole, il faut éviter que quelqu'un sabote le système. Donc, que quelqu'un valide des transactions qui ne sont pas valides. Alors, la solution, c'est faire une espèce de loto qui choisit au hasard la personne qui va valider. Alors, il y a un problème, c'est que normalement, dans le loto, il y a quelqu'un qui fait tourner, enfin, qui sort les numéros. Donc, il y aurait une possibilité de triche. Donc, la seule façon qu'on connaisse de faire ça de façon honnête et décentralisée, c'est demander à chacun des participants qui valident des transactions d'apporter du travail de son ordinateur. Donc, il y a une procédure qui s'appelle de minage, où on fait des opérations de hash. Des opérations de hash, c'est une opération très simple mathématiquement, mais il faut la répéter des millions, des trillions de fois pour obtenir une solution. Et donc, les gens, ce qu'ils font, les mineurs, ils ramassent toutes ces transactions dans le réseau et ils essaient de valider les blocs. Et pour ça, il faut qu'ils trouvent des hashes suffisamment petits. Donc, le hash, c'est une fonction qui prend un bloc de transactions et rend un nombre. C'est 256 bits. Donc, c'est un nombre qui peut être très grand. Et le but, c'est obtenir ce nombre qui soit plus petit qu'une certaine difficulté. Donc un certain nombre. Donc pour le faire, on ne sait pas faire autrement. Ça, c'est les mathématiques du hachage. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il faudrait commencer à écrire des formules. Mais la seule façon de faire, c'est répéter cette opération des millions de fois, jusqu'à qu'on trouve une solution. Et donc, au moment où quelqu'un trouve la solution, il l'annonce. Il dit, voilà, j'ai trouvé la solution. Et les autres, il la transmet aux nœuds. Les autres nœuds vérifient, en effet. Ils vérifient que c'est une solution. C'est facile à vérifier. C'est difficile à trouver, mais c'est facile à vérifier. Et ça, c'est ce qui conduit à la validation des nœuds. Donc vous voyez en fait qu'il y a plusieurs choses. Pourquoi ça a l'air compliqué, mais il y a des raisons importantes. Une façon de saboter des réseaux, c'est créer des faux nœuds. Ça s'appelle une attaque Sybil. Vous créez des fausses identités. Donc vous voyez, là actuellement, le réseau Bitcoin, probablement c'est de l'ordre de 10 000, 20 000 nœuds. Bon, si ça ne me coûtait rien, je pourrais créer des millions de nœuds, d'accord, et avoir beaucoup plus de chances dans ce loto et valider la plupart des transactions, et en particulier valider des transactions fausses qui me favoriseraient. Donc je pourrais corrompre ce système. Alors, l'idée, c'est qu'il faut un coût. Pour participer, il faut en fait brûler de l'énergie. Il faut faire des calculs. Et au bout du compte, quand on a la même technologie, ça devient à brûler de l'énergie pour participer. Donc, en effet, le système peut être corrompu, mais pour cela, il faut avoir une puissance de calcul qui est plus grande que la moitié de toute la puissance totale. Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque de 51%. Si jamais quelqu'un réussit à avoir suffisamment de puissance de calcul, il peut corrompre le réseau. Il peut fausser ses transactions. Alors, c'est très semblable à ce qui se passe avec l'or, par exemple. Je veux dire, l'or, on ne peut pas le falsifier parce que ça coûte de l'énergie de l'extraire. D'accord ? Et ce qui compte pour l'or, c'est le poids. Et vous savez, il y a la formule d'Einstein. C'est que l'énergie, c'est la masse multipliée par une constante, qui est la constante de la lumière au carré. Donc, poids et énergie, c'est à peu près la même chose. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est que pour faire fonctionner le Bitcoin, de façon honnête, il faut de l'énergie. D'accord. Donc on peut parler de ça un peu plus après. Ça pose des questions écologiques, etc. Mais bon, je veux dire, tout système... En fait, il y a des raisons physiques pour lesquelles il faut brûler de l'énergie. Peut-être, je ne sais pas si j'ai mis un mot dans...
Je crois que j'ai mis un mot là-dessus. Bon, je reviens plus tard. Oui. Alors, bon, je reviens un peu de façon pratique. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a un réseau. Tous les 10 minutes, il y a des validations de blocs de transactions qui deviennent établis. Et pour valider ces transactions, pour participer, il faut un coût. Il faut de l'énergie, il faut apporter quelque chose. Et ça, c'est ça qui garantit la sécurité. Alors, comment est programmée la production de Bitcoin? Ben voilà, pour compenser ces mineurs qui brûlent de l'énergie, au début, chaque fois qu'ils validaient un bloc, ils recevaient 50 Bitcoins de récompense. Alors, au début, c'était rien, parce que 50 Bitcoins, ça valait rien, les Bitcoins. Donc, mais bon, les gens, ils s'amusaient à miner parce qu'ils jouaient avec ce petit programme et ce réseau. D'accord? Donc, ce qui est programmé, c'est que tous les 4 ans, en fait, plus précisément, tous les 210 000 blocs, la récompense est divisée par 2. Donc, vous voyez, la production de Bitcoin, au début, était fixée à 50 Bitcoins tous les 10 minutes. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un halving. Donc, elle a été divisée par 2 et c'est devenu 25. Et il y a encore eu un autre halving. Et là, on approche au 3e halving. Donc, en fait, les blocs... donc, voilà. Donc, actuellement, ce que gagne un mineur, c'est 12,5 bitcoins et demi s'il réussit à valider un bloc. Donc, ça représente 1800 bitcoins qui sont produits par jour. Mais vous voyez, ça décroît géométriquement. Donc, géométriquement, c'est qu'on divise par 2 tous les 4 ans. D'accord ? Et donc, on peut continuer comme ça indéfiniment. En fait, quand on fait les calculs, les bitcoins, il y a des fractions de bitcoin, bien sûr. Donc, il y a 8 décimales. Les bitcoins, chaque bitcoin est composé de satoshis. Alors, on appelle ça des satoshis. C'est 1 100 000 000e de bitcoin. Donc, il y a 8 chiffres derrière la virgule. D'accord ? Donc, quand vous continuez à faire des halvings, à un moment donné, vous dépassez cette précision. Et bon, normalement, ou bien vous changez le protocole, ou bien vous décidez, il n'y a plus de compensation pour les mineurs qui viennent de la création de Bitcoin. Les mineurs reçoivent aussi une autre compensation, c'est que normalement, dans chaque transaction, il y a une partie qui est volontaire, où les gens donnent comme fee, comme paiement aux mineurs pour valider leurs transactions. Donc ils reçoivent ces bitcoins nouveaux créés, plus les fees des transactions. Alors, une question qui se pose, c'est la stabilité du système à long terme. C'est que normalement, ce qui est prévu, et que ce que Satoshi disait, c'est qu'au bout du compte, si ça prend une valeur, finalement, les mineurs vivront que des fees, hein, que des commissions de ces transactions. Bien, actuellement, c'est ça la situation. Et depuis 2009, où les petits programmes ont commencé à tourner, donc en 2009, Satoshi a lancé ce programme. Pendant quelques jours, il était le seul à miner. D'ailleurs, il ne faisait pas de transactions, il n'y avait personne avec qui faire des transactions. Et puis, il y a des gens de la mailing list qui ont commencé à décharger le programme, en particulier Hal Finney, qui est probablement un de ceux qui a aussi programmé le code du Bitcoin. Et ils ont fait la première transaction entre eux. Et peu à peu, il y a eu plus de monde, il y a plus de transactions. Et bon, au début, il y avait peu de mineurs, donc c'était facile de créer des Bitcoins, ça ne valait rien. Hein. En fait, je parlerai après du prix. Ça intéresse toujours le monde, mais je veux dire, ce n'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus comme mathématicien. Mais si vous voulez, actuellement, depuis 2009, ce réseau, qui a une vie propre, que personne ne peut arrêter. C'est curieux, parce qu'on est habitué, on a un ordinateur, on le débranche, c'est fini. Hein. Mais là, il y a des milliers d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Il peut y avoir un ouragan en Floride, ça va casser les nœuds qui sont en Floride, mais ça continue à fonctionner dans le reste du monde. Vous pouvez couper Internet en Chine ou n'importe où, ça ne fait rien. C'est du moment où les petites transactions sont transmises, et maintenant on peut les transmettre à travers un satellite ou par des ondes radio, ça continue à fonctionner. C'est très semblable à un organisme vivant que personne ne contrôle. Je veux dire, vraiment, si on veut l'arrêter, on ne peut pas. En fait, d'ailleurs, les États se sont posés beaucoup de questions de savoir comment on pouvait arrêter ça ou pas.
Enfin, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne représente pas une masse monétaire énorme. Mais comme c'est un concurrent aux banques centrales, ça va poser des problèmes dans un certain temps. Je veux dire, ça aussi, il faut comprendre qu'il y a tout un aspect politique, monétaire, etc. Donc, il faut toujours analyser critiquement toutes les informations qu'on reçoit dans les médias. Et bon, le média, ce n'est pas un bon endroit pour apprendre sur le Bitcoin. Ça, je peux vous le garantir. Même les articles d'économistes. Alors, je peux me rappeler, par exemple, en 2014. Enfin, en 2013, j'avais écrit des petits articles pour El País, le journal espagnol, dans la section de technologie. Et un peu après, il y a des économistes qui se sont mis à écrire sur le Bitcoin. Et en particulier Krugman, Paul Krugman, le prix Nobel, entre guillemets. Ça n'existe pas de prix Nobel d'économie. Mais bref, il a écrit un article en disant que le Bitcoin ne pouvait pas avoir de valeur. Enfin, à l'époque, ça devait valoir peut-être 100, 200 $. Là, ça vaut, aux dernières nouvelles, 9300. Donc, bon, peut-être il se trompait. Mais bon, bref. Donc, ce que je disais, c'est qu'actuellement, le nombre de bitcoins qui ont été produits, c'est 18 millions. Et au total, c'est en 2140, la production va s'arrêter et on aura 21 millions, et pas plus. Alors, bien sûr, ils sont composés de petites unités. 21 millions, ça ne fait pas un bitcoin pour tout le monde. Mais il y a des petites unités, des satoshi. Donc, ça, si on regarde la population mondiale actuelle, avec 21 millions, chaque personne pourrait avoir, si on répartit ça équitativement, 200 000 satoshi. Donc le problème de la divisibilité, pour l'instant, n'est pas un problème, sauf si ça commence à valoir beaucoup. D'accord ? Au début, ça valait rien. Alors là, c'est des choses que j'ai racontées. Donc ça fonctionne avec de l'énergie. Moi, je fonctionne avec de l'eau. Mais et il y a une raison aussi pour laquelle ça fonctionne avec de l'énergie. Alors là, je m'adresse aux physiciens ou aux gens qui ont une formation scientifique. Vous connaissez un principe de la thermodynamique. C'est le second principe de la thermodynamique qui dit qu'on ne peut pas ordonner un système sans apporter de l'énergie extérieure. Et en fait, quand vous regardez le réseau Bitcoin, c'est un réseau où il y a de l'information qui est ordonnée en bloc, qui est validée. Donc, rien qu'en utilisant ce principe de thermodynamique de base, il faut apporter de l'énergie. Alors, il y a une question de savoir combien d'énergie il faut apporter. Sûrement pas tellement que celle qu'on en apporte, qui dépend beaucoup de la technologie qu'on utilise. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des raisons fondamentales pour lesquelles il faut vraiment apporter de l'énergie. Et ça donne des choses très intéressantes aussi. C'est que ce n'est pas uniquement une monnaie. Alors, cette décentralisation... C'est pour vous donner des repères, si vous voulez, des lectures intéressantes. Il y a les livres de Nassim Taleb sur... Enfin, Nassim Taleb, c'est un personnage très intéressant. C'est un mathématicien et aussi, il a été trader d'options. C'est quelqu'un qui connaît les mathématiques, les statistiques et les probabilités. Il a un livre fantastique. C'est le premier livre qu'il a écrit. Ça s'appelle Fooled by Randomness. Donc, je ne sais pas comment il a été traduit le titre en français, mais ça veut dire un peu dérouté par l'aléatoire, d'accord ? Et il explique un peu, surtout, que le cerveau humain ne comprend pas bien les probabilités, dans tous les aspects. Et ça, on le voit tous les jours. Quand quelqu'un... il y a un malheur qui arrive, c'est mauvaise chance. S'il y a quelque chose qui va bien, c'est parce que je le vaux, d'accord ? Il y a un biais important dans l'analyse des probabilités, et alors qu'il y a pas mal dans notre vie, il y a le hasard qui intervient de façon importante. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre les probabilités de notre côté, et après, ça va dans un sens ou dans l'autre. Bref, il a aussi écrit sur l'antifragilité. Il a un livre qui s'appelle Antifragile. Alors, antifragile, c'est le contraire de fragile, comme le nom le dit. Il a inventé ce mot. Et ce n'est pas le contraire de robuste. Robuste, pour vous donner une image que tout le monde connaît, vous prenez la fable de La Fontaine, du chêne et le roseau. Vous voyez que le chêne a l'air bien robuste, mais il casse sous la tempête. Et le roseau, il résiste à la tempête. D'accord ? Alors, le roseau est antifragile. Le chêne est robuste, mais n'est pas antifragile. Donc,
D'accord? Il y a une notion d'antifragilité qui est différente d'être robuste. Bien, alors les systèmes décentralisés sont antifragiles. Et la raison est simple. Dans les systèmes centralisés, dès que le contrôleur central, l'organisme ou le central, ou celui qui prend les décisions, le décideur, se corrompt, tout le système est corrompu. D'accord? Alors ça s'applique aux États, aux banques centrales, aux compagnies, dans tous les systèmes centralisés. Ils peuvent être robustes si l'État est robuste, mais ils sont antifragiles au moment où il y a une catastrophe, et ça arrive, et qui détruit le point de centralisation, alors tout le système est détruit. Tandis que dans les systèmes décentralisés, ce n'est pas le cas. Où on détruit tout en même temps, on ne peut pas le détruire en détruisant des parties. D'accord? C'est l'exemple que je vous donnais. Si jamais dans un pays il y a Internet qui tombe, où il n'y a plus d'électricité, les nœuds vont tomber, mais le réseau Bitcoin continue à fonctionner ailleurs. Bien sûr, si partout il tombe, il tombe. Et même je vais dire, il y a des... Enfin, même Satoshi a réfléchi à comment récupérer le réseau dans ce cas-là. Mais bref. Donc, vous avez entendu parler sûrement de blockchain aussi. Alors, c'est quoi la blockchain? Alors, blockchain, comme Bitcoin, dans cette époque 2013-2014, les banques n'aimaient pas. Ils disaient que c'était l'argent pour acheter de la drogue, pour l'argent en B, etc. Et ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient rien contre le Bitcoin. Ils ont compris qu'il fallait intégrer cette technologie. Donc, ils ont essayé d'intégrer cette technologie, mais ils ne pouvaient plus parler de Bitcoin, puisque j'avais passé des années à dire des mauvaises choses du Bitcoin. Donc, ils ont dit, voilà, Bitcoin, non, mais ce qui est intéressant, c'est la technologie blockchain qu'il y a derrière. Alors, ça c'est des histoires. En fait, Bitcoin et blockchain, c'est la même chose. Je vous explique. La blockchain, c'est quoi? C'est très simple. Ces blocs qui sont validés, donc c'est des fichiers, vous pouvez les lire. Hein. Il y a des transactions, c'est juste un fichier avec de texte, pour le lire avec des lignes. C'est codifié, mais le programme, il comprend ce qui est écrit dessus. Donc il y a un certain nombre de blocs, et la blockchain, c'est juste l'ensemble de ces blocs. Ils ne sont pas indépendants, ces blocs. On ne peut pas les ordonner. Ils sont ordonnés chronologiquement. Ils s'enchaînent les uns aux autres. Et ils sont ordonnés cryptographiquement. Donc ça veut dire que si je prends par exemple le premier bloc, je ne vais pas pouvoir changer quelque chose et faire croire au reste du monde que la blockchain, c'est la blockchain actuelle en ayant modifié ce premier bloc. En fait, le programme il vérifie que ces blocs s'enchaînent correctement. Et c'est grâce à la blockchain qu'on peut suivre la trace des bitcoins dès qu'ils sont créés jusqu'à l'actualité. Et on peut vérifier qu'ils sont réels, c'est-à-dire, enfin, là j'ai dit un gros mot, qu'ils sont réels, hein, mais qu'on ne les a pas fabriqués du rien. On peut tracer leur origine, on peut tracer leur histoire, et c'est surtout un fichier qui est infalsifiable. Et ça, c'est la preuve du travail qui fait qu'il soit infalsifiable. Pour falsifier la blockchain, il faudrait que j'emploie toute l'énergie qui a été employée pour la construire. Donc depuis 2009. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de falsifier les derniers blocs. En fait, pas les falsifier, mais les changer. On peut essayer, ça s'appelle des attaques de double dépense, etc. Bon, précisément, c'est ce genre de sujet qui m'intéresse comme mathématicien. Avec mon collègue Cyril Conspan à Paris, on analyse mathématiquement ce type d'attaque, qui est d'ailleurs analysé dans l'article de Nakamoto. Il y a une section mathématique, la section 11, qu'on a retravaillé avec Cyril. Et donc, ça donne des problèmes mathématiques très intéressants, mais de façon pratique. Donc, par exemple, ce qu'on peut démontrer, c'est que c'est pratiquement impossible de changer 3 blocs de la blockchain. Donc, dès que vous avez une transaction qui est validée dans un bloc, dès que 2 autres blocs se rajoutent, donc à peu près en moyenne en une demi-heure, vous ne pouvez plus changer la transaction. D'accord? On ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Les transactions sont définitives. Si jamais vous vous trompez et vous payez de plus à un vendeur, la seule chose que vous pouvez espérer, c'est qu'il vous rende par une autre transaction cet argent en plus. Mais la transaction, vous n'avez personne à qui réclamer. Il n'y a pas une banque, il n'y a pas PayPal à réclamer, on m'a volé, je veux mon argent. On se fait responsable. Une autre notion importante, c'est qu'on se fait responsable de son argent. D'accord?
Donc le but c'est que chacun puisse garder ses bitcoins de façon indépendante et autonome, sans avoir besoin d'une banque. Bon, on a besoin des programmes qui gèrent ces codes, d'accord, mais ces programmes sont en disposition libre, il y a plusieurs versions. Il faut faire attention aussi, il ne faut pas décharger un programme qui soit malicieux et qui vous vole les bitcoins. Ça existe, ça aussi. Donc il faut toujours se reporter à des sources fiables. Bien, alors, donc cette blockchain, elle fait beaucoup de choses. Enfin, en principe, pour le bitcoin, elle ne fait qu'une chose, c'est recenser les transactions. Mais c'est très amusant parce que tout d'un coup, on a créé une horloge décentralisée. Donc je vous dis à peu près en moyenne tous les 10 minutes. Alors on n'est pas certain que ce soit exactement tous les 10 minutes. Parfois c'est un peu plus ou un peu moins. D'accord ? Il y a un bloc qui est créé. Oui. Et alors, quand on compte les blocs, on peut établir une chronologie temporelle. Et ce temps, cette horloge, n'est pas falsifiable. Bien, alors donc c'est aussi un registre infalsifiable, on ne peut pas changer. Donc on peut inscrire des données, on peut inscrire en plus des transactions des... Voilà. Donc voilà. Donc dans la blockchain, on peut faire beaucoup de choses. On peut horodater des documents, etc. Bien. Alors la seule chose que je voulais finir, je vais finir tout de suite. Bon, il y a le prix du Bitcoin. Là, vous avez le graphe au début. Bon, là, on ne voit pas bien, mais c'était 10 centimes ici. Et c'est une échelle logarithmique. Donc, chaque unité, c'est x 10. Hein. Donc, ça a l'air pas très violent. Mais en fait, quand on regarde dans une échelle non logarithmique, c'est assez violent. Il y a une succession de bulles dans la cotisation. Ça, c'est le marché libre. Le prix, c'est les gens qui établissent. Ça n'a rien à voir avec le protocole. Mais je vous en parle parce que je sais que ça intéresse les gens. Et, alors, j'ai parlé de Bitcoin et pas des autres crypto-monnaies, mais si vous voulez, l'idée est simple, le code est libre, donc en ayant le code libre, vous pouvez prendre ce code et le modifier à volonté et créer votre propre monnaie. Si les gens l'acceptent, très bien. Et en fait, les gens ont créé des meilleures monnaies, qui ont des meilleures propriétés, mais qui n'ont pas la même base ni la même sécurité que le Bitcoin. D'accord ? Et donc, une propriété importante, c'est qu'on peut programmer les transactions, donc on peut mettre des petites restrictions, donc ça crée des smart contracts. Et ça ouvre un nouveau monde, c'est le monde de crypto-finance, où on peut faire plein de choses sans avoir besoin de banques ou de marchés boursiers, etc. D'accord ? Donc, je vais répondre à vos questions. Là, j'ai raconté l'essentiel. Bonjour, Roland Pérez, membre du Conseil scientifique. L'exposé était passionnant, mais effectivement, pour les auditeurs qui ne sont pas spécialistes, on a toujours des questions en relation à ce qu'on entend parler sur les bitcoins. Plusieurs petites questions, mais je vais aller à l'essentiel. La première, c'est concernant les évolutions très marquées des cours. Ça fait quand même un petit peu peur aux non-spécialistes d'avoir une monnaie qui a des variations de ce type. Deuxième petite question, c'est sur le fait qu'il y a un apport considérable d'énergie au niveau de ce type de monnaie. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les objectifs d'écologie ? Et en fait, troisième question, mais elle est très classique dans ce qu'on leur raconte, c'est que est-ce que ça ne peut pas favoriser justement l'utilisation du Bitcoin par des réseaux mafieux et autres transactions interdites ? Alors, quant à la première question, bon, c'est le slide précédent. Donc, en effet, on observe que la cotisation du Bitcoin, le marché du Bitcoin est très volatile. Ça peut donner lieu à des bulles énormes. En fait, on peut recenser 5 ou 6 bulles. Enfin, moi, je me rappelle, c'est passé par exemple, d'$1 à $32, et après, c'est descendu encore à $1. Ça, c'est un effet de... Ah, merci. Oui, peut-être. Bon. C'est l'effet de l'offre et la demande. À certains moments, il y a une demande importante, mais les bitcoins qui sont dans le marché, c'est ce qu'ils ont. Et on produit actuellement 1800 bitcoins par jour, donc s'il y a une demande plus importante, ça fait augmenter les prix automatiquement. C'est l'offre et la demande. Ça ne dépend pas du protocole, c'est du marché. D'accord ? Et en effet, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, que cette volatilité en fait une mauvaise monnaie. On ne veut pas une monnaie qui tout d'un coup puisse changer en un jour de 20%, 30%. Alors ce qui se passe, c'est que la volatilité, en fait, elle décroît.
Et cette grande volatilité, elle est due au fait que le marché n'est pas liquide. D'accord ? Donc, du moment où le prix augmente et plus de gens, le marché devient plus grand, la volatilité descend. Et on peut voir historiquement que la volatilité a décru de façon importante. Il était beaucoup plus volatile il y a, enfin, 2011, 2012. Enfin, on a vu des pics, je vous dis, un pic de 32 et descendre à 1. Hein, ça, on l'a plus vu, ça. Enfin, mais vraiment, ça peut perdre 90% de la valeur facilement. La deuxième question, c'était sur l'énergie, c'est ça ? En effet, alors l'énergie, ça consomme de l'énergie. Il y a des alternatives qui sont proposées. Ce n'est pas des proof of work, c'est des proof of stake. C'est un principe différent. Mais il n'y a pas de démonstration mathématique que ça donne la sécurité que donne le Bitcoin. Alors, en effet, on aimerait avoir la même chose sans avoir à dépenser de l'énergie. Donc, je vous ai expliqué un peu qu'en fait, il y a des principes physiques qui disent que ce n'est pas vraiment possible, mais peut-être c'est possible de ne pas consommer en autant. Mais puisque c'est une compétition entre mineurs, ben, il y a une compétition sur la technologie et aussi sur les ressources énergétiques. Une des bonnes choses, c'est qu'on peut profiter... Le Bitcoin, il résout un problème énergétique important. On peut profiter des sources d'énergie sans avoir à les transporter. C'est curieux. Alors, par exemple, je veux dire, on peut miner des bitcoins si on a une source hydraulique en haute montagne, d'accord ? Et la seule chose qu'il nous faut pour rentabiliser ça, c'est avoir une connexion de données. Donc, je n'ai pas besoin d'une ligne d'haute tension pour transporter l'énergie. C'est quand même prodigieux. Ça n'existait pas avant. Une source d'énergie qui est en haute montagne, et beaucoup de minage se fait par des énergies renouvelables. Mais en effet, il y a des minages importants qui se font en Chine, par exemple, où ce n'est pas de l'énergie renouvelable. Donc ça pose un problème écologique. C'est pas le but de... Le Bitcoin n'a pas de but. Je veux dire, il y a pas... On aime tous avoir créé des activités qui sont écologiques, mais en fait, le Bitcoin n'a pas d'âme. C'est des mathématiques, c'est un protocole avec des règles. Ils s'en foutent de ce que les gens font avec. D'accord ? Il n'y a personne qui le commande. Il y a la personne qui l'a créé comme ça. On peut le modifier si on veut. Je veux dire, c'est pas interdit de le modifier. Simplement, pour modifier, il faut en faire quelque chose qui soit accepté par le monde et qui soit meilleur. Il y a une compétition entre les différentes crypto-monnaies aussi qui se crée. Quand on parle d'énergie, il faut comparer aussi à toute l'énergie que consomment les banques, par exemple. Alors, vous voyez, je ne dis pas que le Bitcoin va remplacer les banques. Ça j'y crois pas, et je ne crois pas que ça soit... Les banques font beaucoup d'autres choses que gérer l'argent. Ils font des prêts, je veux dire. Mais il y a une grande partie de l'activité économique qui peut être supplantée, au fait, pas par le Bitcoin, mais par la cryptofinance, donc toute cette technologie qui se développe un peu avec les idées du Bitcoin. Quand on regarde les centres-villes et les centres financiers, vous avez des gratte-ciel énormes de centres financiers. Alors, calculer l'énergie que ça coûte, chauffer ces bâtiments. Enfin, bon, bref, c'est clair que gérer l'information et gérer l'argent, c'est aussi gérer l'information, coût de l'énergie. Donc, bon, pour l'instant, c'est comme c'est. Bon, si jamais le Bitcoin prenait plus d'ampleur et commençait à phagocyter toute l'énergie mondiale, on se poserait des questions. Mais c'est une compétition. Je veux dire, il y a un coût. S'il commence à prendre trop d'énergie, l'énergie va coûter plus cher. Donc il va y avoir un équilibre qui va s'établir. Mais en effet, il y a la question écologique, c'est savoir si on peut faire le même protocole avec de l'énergie qui soit renouvelable. D'accord ? D'autres questions, c'est, en effet, il y a une partie que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très intéressante de Bitcoin. Comme je vous ai dit, c'est Cypherpunk, il voulait de l'argent anonyme. Et le Bitcoin n'est pas anonyme, en fait. Le Bitcoin est très transparent. Toutes les transactions sont connues. Cette blockchain, vous pouvez la décharger, elle est publique. Donc, vous pouvez savoir toutes les transactions qui ont été faites depuis l'origine du Bitcoin. Ce qui est anonyme, c'est qui est derrière ces adresses de Bitcoin. Les adresses de Bitcoin, c'est des comptes Bitcoin, c'est comme des comptes bancaires numérotés, mais à différence des comptes bancaires numérotés où la banque connaît l'identité de celui qui est derrière, quelqu'un connaît, là, personne ne connaît. C'est assez surprenant. Comment on peut faire ça? Mais c'est des mathématiques encore. Parce que vous déchargez votre portefeuille Bitcoin, la première chose qu'il fait, c'est créer des adresses aléatoires. Il vous crée une adresse publique que vous pouvez partager et une clé privée associée avec laquelle vous pouvez démontrer que vous avez contrôle sur cette adresse.
D'accord? Ça, celle-là, il ne faut pas la dévoiler. En fait, vous ne la gérez pas vous-même, c'est le programme qui la gère. D'accord? Donc, en fait, vous avez besoin de rien pour créer des adresses Bitcoin qui vous appartiennent. Vous devez donner aucune information, ni votre nom, ni votre adresse, ni votre email, ni rien. Donc vous pouvez créer, en fait, vous pouvez créer avec des dés. Donc pour créer une adresse, il suffit d'avoir 256 bits. Donc vous créez avec des dés une adresse, et puis un petit programme, vous calculez les clés privées. Alors vous me dites, ben, ça ne va pas, parce que plusieurs personnes peuvent avoir la même adresse. Ben non. En fait, 256 bits, c'est des nombres de possibilités, c'est 2 puissance 256. C'est beaucoup plus d'atomes qu'il y a dans l'univers. Donc la probabilité qu'une adresse que vous générez de façon vraiment aléatoire coïncide avec une autre est pratiquement zéro en pratique. D'accord ? C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de vérifier que l'adresse a déjà été utilisée ou que quelqu'un l'a déjà. Et peut-être quelqu'un l'a et ne l'a pas utilisée. Si elle a été utilisée, on voit dans la blockchain. Mais peut-être quelqu'un l'a et ne l'a pas utilisée. Ça, vous pouvez vérifier s'il y a des bitcoins dessus. Mais peut-être quelqu'un a la clé privée et il n'y a pas de bitcoin dessus. Mais il n'y a pas besoin de le faire, parce que la probabilité est tellement basse qu'elle est inexistante pratiquement. Et vous voyez, ça serait un problème sinon, parce qu'il faudrait avoir une base de données ou un organisme qui décide de donner ses adresses. Donc il aurait le contrôle. Et il saurait à qui sont ces adresses. Donc on parle de monnaie pseudo-anonyme. On connaît les transactions, on ne connaît pas a priori qui est derrière, mais on peut arriver à savoir qui est derrière. Si vous faites un paiement avec une adresse que vous contrôlez et vous vous identifiez, par exemple vous achetez un billet d'avion, d'accord, alors on peut identifier, on peut lier cette adresse à votre identité. Et aussi, l'utilisation de Bitcoin, ça devient... Bon, il y a des entreprises qui l'acceptent, il y a des compagnies qui vendent en Bitcoin, d'autres qui vendent en Bitcoin mais qui en fait mettent le prix en euros et transfèrent les Bitcoins en euros. Il y a des services qui leur permettent de transférer en euros. Il y a aussi des cartes bleues qu'on peut charger en Bitcoin et dépenser en euros. Donc bon, actuellement, c'est pas souvent utilisé directement, mais ça peut s'utiliser. Et pas uniquement pour acheter des drogues. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en effet, chaque fois qu'on a une bonne forme d'argent, c'est utilisé pour les bonnes choses et pour les mauvaises. D'accord ? Il y a des monnaies qui sont beaucoup plus anonymes. Par exemple, Monero est une monnaie où on ne connaît pas les montants des transactions. On n'a pas d'informations sur les adresses d'arrivée des Monero, au contraire qu'au Bitcoin. Il y a la technologie cryptographique pour faire des monnaies beaucoup plus anonymes et elles existent en fait. En fait, les gens qui achètent de la drogue à Internet, ils n'utilisent plus des bitcoins. Au début, ils utilisaient des bitcoins. Et là, ils utilisent des Monero, je crois. Mais bref. Bonjour, Michel Kans. Je travaille en ce moment sur un projet de start-up et on envisage d'intégrer de la blockchain dedans. Alors Bitcoin ou Ethereum, on ne sait pas encore. Et donc vous avez parlé de crypto-finance et du fait que ça serait quand même limité par rapport à ce que font les banques. Jusqu'à quel point vous pensez que ça peut être utilisé pour concurrencer les banques? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les bitcoins ou n'importe quelle autre crypto-monnaie qui pourrait être concurrentielle avec concurrentielle avec les services des banques? Par exemple, est-ce que du crédit, on pourrait venir à ça? Oui, alors c'est relié à ce que je disais, les smart contracts. Alors le Bitcoin permet de programmer les transactions. Donc vous pouvez, par exemple, indiquer qu'une transaction est déclenchée, pas uniquement quand elle est validée, mais quand d'autres conditions sont établies. Par exemple, une condition qu'on peut mettre, c'est que ces transactions, ces Bitcoins ne vont pas être transférés que dans 2 ans, d'accord, à partir du bloc tel. Donc on peut mettre des instructions dans les transactions, c'est de l'argent programmable. Et donc au début, il y avait plein d'instructions dans le Bitcoin pour programmer ces transactions. Et on s'est aperçu que c'était un vecteur d'attaque, ça posait un problème de sécurité. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient exploiter ces smart contracts. Donc volontairement, sur le Bitcoin, on a limité ces instructions. D'autres crypto-monnaies, comme par exemple Ethereum, au contraire, ils ont adopté le point de vue de favoriser ces smart contracts. Et on peut programmer plein de choses. En particulier, on peut créer des tokens, etc. Alors, un des exemples, probablement le plus célèbre récent, c'est l'apparition d'ICO. Alors, c'est quoi une ICO ? C'est similaire à une IPO. Une IPO, c'est quand une entreprise rentre en bourse, ils vendent ses actions. Donc, Initial Public Offering.
Et une ICO, c'est Initial Coin Offering. Donc, ça veut dire qu'on a un projet. Alors, on crée un token, par exemple, sur Ethereum. Donc, c'est une autre monnaie. On crée une autre monnaie par un smart contract. Et on peut vendre des actions directement sur ce projet. Qui, bon, bien sûr, les gens qui font des ICO, ils promettent des rentabilités, etc. Et ça va se refléter dans le prix du token. Donc, ça permet, par exemple, de faire la même chose qu'on fait avec les marchés d'actions, le marché boursier, mais sans avoir une bourse, d'accord? C'est juste fait dans la blockchain d'Ethereum. Donc, c'est un exemple. Un exemple plus simple, c'est, par exemple, les banques. Vous pouvez avoir vos économies dans la banque. Ben, vous n'avez pas besoin de la banque. Vous pouvez avoir si vous voulez avoir vos économies en Bitcoin, vous n'avez qu'à avoir un portefeuille Bitcoin, d'accord, qui vous appartient et qui dépend de personne. Donc, il y a certaines choses. Enfin, dans le monde financier, il y a des choses qu'on peut supplanter par des smart contracts. C'est des contrats automatiques, d'accord, et d'autres choses qu'on ne peut pas vraiment. Alors, vous voyez, si vous voulez faire des options, bon, c'est relié aux cotisations qui peuvent être des actions ou de matières premières, par exemple. Il faut que quelque chose vous dise, ça s'appelle un oracle, qui vous dirait quelle est la cotisation du pétrole. Si vous faites un contrat qui dépend du prix du pétrole, il faut faire rentrer cette information dans la blockchain. Et ça va dépendre de quelqu'un. D'accord ? Donc là, on ne peut pas vraiment remplacer complètement la banque. Donc il y a les gens qui réfléchissent à comment faire des oracles qui soient plus ou moins décentralisés, mais c'est encore un problème ouvert. D'accord ? Donc il y a certaines choses que oui, d'autres pas. Oui. Okay. Bonsoir. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez ici, il y a un risque avec l'ordinateur quantique et les bitcoins? Oui, alors ça c'est une question qui revient souvent. Alors, ça m'embête un peu. Parce que, personnellement, je ne crois pas aux ordinateurs quantiques. Je suis aussi physicien théoricien de formation. J'ai des réserves. C'est pas bien de le dire, mais souvent, les physiciens ont des projets qui réussissent à financer de façon stratosphérique, que ce soit des grands accélérateurs pour découvrir un boson ou projeter des ordinateurs quantiques qui sont promis depuis 30 ans. Bref, alors qu'est-ce qui se passe ? Ordinateur quantique, c'est résoudre des algorithmes, disons, de façon instantanée. Alors, ils sont aperçus que si on met un système... tous les systèmes physiques sont des systèmes quantiques, mais si on regarde les spins ou des qubits qui simulent des bits, mais ils peuvent être dans deux états, 0 ou 1, avec une certaine probabilité, en faisant une mesure, on peut calculer cet algorithme. Mais pour cela, il faut mettre l'état dans ce système. Donc bref, il y a toute une théorie qui s'est développée, qui est une théorie théorique, de comment créer un ordinateur quantique qui ferait des calculs finis instantanément, mais bien sûr, sans dire que l'énergie ou le coût qu'il y a à mettre cet ordinateur dans l'état à résoudre ce problème. Donc il n'y a pas seulement la théorie, mais il y a la pratique qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu d'ordinateur quantique. Mais en effet, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des algorithmes de cryptographie qui sont vulnérables aux ordinateurs quantiques. Et ça, les gens ont beaucoup réfléchi. Ils disent, bon, s'il y a des ordinateurs quantiques, alors les gens ils vont pouvoir décrypter, voler des bitcoins, etc. Alors, on sait exactement quelle partie du protocole dépend d'ordinateurs quantiques et celle qui ne dépend pas. Et on sait comment changer s'il le faut. Alors, le problème ne serait pas le bitcoin. Le problème, c'est que si on casse la cryptographie, on casse tout. Tout Internet est cassé. Donc, toutes les données qui sont transmises, les codes de carte bleue, etc., si ces algorithmes cryptographiques sont cassés, alors tout ça tombe. Alors, et c'est arrivé, des algorithmes cryptographiques qui deviennent obsolètes, ça arrive de temps en temps. Alors, quand ça arrive, les gens découvrent qu'il y a une vulnérabilité, on améliore l'algorithme. En fait, souvent, ce qui se passe en cryptographie, c'est qu'on a des algorithmes qu'on pense qu'ils sont sûrs, mais mathématiquement, on ne sait pas prouver qu'ils sont sûrs. Il y a une grande différence. Alors voilà, là, je fais l'avocat des mathématiques. C'est que faire des démonstrations, ça sert. Ça sert à avoir une certitude. Oui, alors j'ai deux petites questions, une plutôt théorique et une autre pratique. Concernant la théorique,
Vous avez abordé l'entropie avec le second principe de thermodynamique. Est-ce que vous pensez que ça a été justement pensé par ce Satoshi Nakamoto, cette question de l'énergie? Et ma deuxième question, c'était d'ordre pratique. Supposons, je veux utiliser le Bitcoin pour m'acheter, comme vous avez dit, un billet d'avion. Quels sont les moyens pour moi? Donc j'ai bien compris qu'il suffisait de créer un nœud dans ce réseau-là. Mais en pratique, est-ce que je dois, par exemple, miner pour obtenir des bitcoins, ou bien convertir de la vraie monnaie ou un service en bitcoin? Voilà. Bon, très bonne question. De la première, ce qu'avait prévu Satoshi, c'est difficile à deviner. En fait, le fait que ça introduit un temps, il avait bien vu ça, parce qu'il appelait, le mot blockchain n'apparaît pas dans l'article, mais il l'appelle de time chain. Time chain, donc il avait vu que ça créait un temps décentralisé. En fait, ce protocole est apparu un peu par tâtonnement. Il y avait des précédents. La preuve de travail apparaît dans Repo, c'est d'autres types d'essais d'avoir une monnaie électronique. Et ce qu'on a découvert, c'est que bon, la pratique montre qu'il est solide, il n'est pas exploitable. La première chose qu'essayent les gens, vraiment, là, la quantité d'argent qu'il y a dans des bitcoins, c'est de l'ordre de 100 milliards de dollars. S'il y avait une façon de le hacker, ça serait hacké. Tous les hacks qu'il y a reliés au Bitcoin ne sont pas du protocole, ce sont des services qui se font voler les clés secrètes, etc. C'est juste des problèmes de gens qui gardent pas l'information de façon correcte, ou de programmes qui sont corrompus. Mais ce qu'avait compris Satoshi, c'est, bon, lui-même il le dit, il a procédé par tâtonnement, il a essayé de voir tous les scénarios d'attaque, et il a bien réussi en fait. Là, par exemple, dans les travaux mathématiques qu'on mène, on voit que, par exemple... Alors, il y a quelque chose qui est très important. Et c'est pour ça aussi que quand on parle de blockchain et on sait... Alors, les gens, ils gardent l'idée qu'on enlève le tiers de confiance. Donc, c'est ça que fait le protocole dans le Bitcoin. Donc, il y avait une banque, il n'y a plus de banque. Il y avait quelqu'un qui gérait les comptes. Il n'y a personne qui gère les comptes, c'est la communauté. Donc, cette idée est trop simpliste. Quand on applique cette idée, on peut croire qu'on peut tout décentraliser. Donc toute l'activité des banques, des bourses, des marchés financiers, des assurances, c'est faux. Et peut-être ça sera vrai dans beaucoup d'années. Mais ce qui est crucial dans le Bitcoin, c'est que toutes les règles du protocole sont bien alignées. Si quelqu'un essaye de tricher, ça lui coûte de l'argent. Si quelqu'un essaye de miner de façon malhonnête, il va être puni, mais par personne, juste par le protocole. Et ça, c'est extrêmement difficile à aligner des règles comme ça. Créer un cercle vertueux de façon que l'intérêt de chaque participant est de suivre le protocole. Alors, et ça, par exemple, c'est très difficile à faire dans d'autres activités. D'accord? Donc, Satoshi ne l'avait pas vu au début, il le pressentait. Et bon, si ça a eu un succès, c'est parce que c'est vrai, dans le cas de Bitcoin. Dans d'autres cas, c'est moins clair. Alors, la deuxième question, de façon pratique. Vous n'avez pas besoin de créer un nœud pour utiliser le Bitcoin. En fait, la seule chose que vous avez besoin, la façon la plus simple, c'est... Bon, alors, c'est simple et c'est pas simple. Vous devez toujours vous diriger vers des sources de confiance. Donc, il faut faire attention au phishing des gens qui vont essayer de vous donner des portefeuilles Bitcoin qui sont malicieux. Alors bon, il y a un certain nombre de pages d'informations. Il y a bitcoin.org, c'est le site ORG, c'est le site plus ou moins officiel du réseau. En France, il y a bitcoin.fr, où il y a de la bonne information. Vous pouvez lire comment utiliser le Bitcoin. Alors là, par exemple, vous pouvez voir quelles apps. Il y a des apps pour le portable, vous pouvez décharger, et avec ça, vous pouvez gérer vos Bitcoins. Alors, bien sûr, vous déchargez une app et vous n'avez pas de Bitcoin. À l'époque, en 2011-2012, il y avait des sites internet qui distribuaient des Bitcoins. Ça valait rien. En fait, j'ai dû le mettre dans un des slides. Le premier achat de Bitcoin qui s'est fait, c'était de 2 pizzas
Il y a un forum qui s'appelle Bitcoin Talk où se réunissent la communauté de Bitcoin et les développeurs. Et ça existe, ça a été créé par Satoshi aussi. Et à un moment donné, quelqu'un a dit, bon, moi je veux acheter quelque chose avec des bitcoins. Et je vais lui envoyer 10 000 bitcoins à celui qui me commandera 2 pizzas. Et voilà, ça a été fait. Il y a quelqu'un, lui il était aux États-Unis, il y a quelqu'un en Angleterre qui a commandé 2 pizzas, qui a reçu 10 000 bitcoins pour ça, qui à l'époque valait... Il y a toujours eu un marché. Au début, bon, les gens ils évaluaient combien d'énergie il faut pour créer des bitcoins, et puis ça valait des centimes. Je connais quelqu'un qui a vendu 100 bitcoins pour 5 centimes. Je veux dire, je lui demandais, mais comment tu as fait ça? Il t'a payé 5 centimes? Non, il m'a envoyé ça par PayPal. Bon. En fait, maintenant, vous pouvez calculer combien coûtent les 2 pizzas, les 10 000 bitcoins. Les 2 pizzas qui coûtent la même chose en euros, mais les 10 000 bitcoins avec bitcoin qui est proche de 8 000 euros, ça fait de l'argent. D'accord? Donc, bon, il y a une évolution du prix. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que donc pour l'utiliser, il faut se ramener aux sources fiables. Donc, attention, bitcoin.com, c'est pas du bitcoin, c'est une variante. D'accord? Il faut faire attention parce qu'il y a des pièges. Il y a plein d'autres crypto-monnaies. Il y a des gens qui voient Bitcoin Cash et pensent que c'est du Bitcoin. C'est pas la même chose. C'est une autre crypto-monnaie. Et donc, bon. Il y a toute une polémique, il y a des gens qui essayent de faire croire qu'une autre crypto-monnaie, c'est le Bitcoin, etc. Bien, alors, vous vous adressez à des sources fiables, vous déchargez une app où vous connaissez quelqu'un qui sait et vous dit quelle app il faut décharger. Et normalement, c'est des apps gratuites. Hein. Et alors, quand vous la déchargez, il crée ses comptes, vous avez des adresses, mais vous n'avez pas de Bitcoin. Alors, comment vous faites pour avoir des Bitcoins? Donc, vous pouvez miner. À l'époque, c'est ce que les gens faisaient. Maintenant, ce n'est pas très faisable de façon non professionnelle parce qu'il faut vraiment de la technologie. Vous pouvez miner encore avec votre ordinateur, mais vous n'allez rien recevoir pratiquement parce que la concurrence est trop grande. Il faut vraiment du hardware spécialisé, du matériel spécialisé au minage. Donc, miner n'est pas réaliste pour le Bitcoin. Il y a des gens qui minent d'autres monnaies et après les échangent contre du Bitcoin. Ça, c'est une façon d'avoir des Bitcoins, par exemple. On peut en acheter. Donc, il y a des exchanges, il y a des sites qui ne sont pas régulés. En fait, c'est très difficile à réguler. C'est un problème très intéressant, la régulation de Bitcoin, parce que c'est international. Donc, ça ne sert à rien de réguler dans un pays quand, par ailleurs, ça se fait de notre façon. À New York, par exemple, ils ont essayé de faire une régulation financière de Bitcoin. Ils ont réussi que les entreprises qui travaillent avec le Bitcoin partent ailleurs. Si vous faites des régulations trop restrictives, il n'y a aucune raison. Ça vit dans le monde virtuel, sans frontières, donc il n'y a aucune raison d'être ici ou là. Bref, la régulation est compliquée, et c'est aussi très intéressante pour comprendre. On ne peut pas réguler les mathématiques. Donc les mathématiques, il y a derrière le Bitcoin, on ne peut pas les réguler. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir réguler parce que c'est des maths. Vous ne régulez pas de plus 2 égale 5 parce que c'est faux. Et ça, parfois, il faut leur faire comprendre à nos régulateurs qu'on ne peut pas réguler, que la gravitation n'existe pas. Bon, bref, ça c'est une digression sur la régulation. Bref, une autre façon donc vous pouvez acheter des bitcoins, je vous dis, il y a des exchanges qui ne sont pas régulés, et certains, quand ils sont dans un certain pays, sont régulés par les lois de ce pays. Donc là, vous vous inscrivez, vous pouvez faire un virement bancaire, acheter des bitcoins et récupérer des bitcoins dans votre wallet, dans votre portefeuille. Vous pouvez aussi envoyer des bitcoins, les vendre et récupérer de l'argent. Vous pouvez acheter des bitcoins en personne. Si quelqu'un veut vous vendre que vous connaissez et veut vous vendre contre de l'or ou contre, je sais pas, ou vous vendre quelque chose en bitcoin, vous pouvez vendre des objets et demander un paiement en bitcoin, c'est une façon d'avoir. Et vous pouvez aussi, il y a des gens qui font du travail et offrent du travail en échange de bitcoin. Donc il y a différentes façons d'acquérir des bitcoins. Une fois que vous en avez, bon. En fait, c'est très facile d'en avoir, je veux dire, des petites quantités. Des satoshis, ça ne vaut rien, c'est des centimes. Donc, vous pouvez en avoir et vous vous abusez à transférer des bitcoins d'un compte sur l'autre. Bon, là, le coût des transactions, actuellement, ça varie selon l'engorgement du réseau. Actuellement, c'est de l'ordre de centimes, le coût d'une transaction. C'est indépendant du volume de la transaction. Vous pouvez transférer des centaines de millions d'euros en bitcoin en utilisant 30 centimes.
Ça, c'est nouveau. Les banques, normalement, ils prennent une commission qui est proportionnelle. Ça, par exemple, c'est une des choses que fait le Bitcoin que les banques ne feront jamais. Ils ne vont jamais transmettre... Bon, d'une part, ils ne vont jamais permettre un virement de centaines de millions sans tout identifier d'où vient cet argent et qui est le propriétaire, d'accord? En fait, ce type de transaction, si on prend la loi stricto sensu, elle est illégale. On ne peut pas transférer des quantités d'argent faramineuses de façon anonyme. Mais avec le Bitcoin, on peut le faire. Et ça se fait. En fait, vous regardez la blockchain, il y a des transactions comme ça. Alors, on ne sait pas si c'est des paiements, si c'est transféré d'un compte d'un même propriétaire sur un compte du même propriétaire ou pas. Enfin, bref. Donc, bon, la façon... Ça dépend un peu ce que vous voulez. Si vous voulez miner, il faut apprendre beaucoup plus de choses. Mais si vous voulez l'utiliser, vous déchargez une app. Vous avez un bouton pour envoyer, pour recevoir. En pratique, comment ça se fait? Si vous achetez des bitcoins à quelqu'un, vous appuyez le bouton pour recevoir. Il y a un code QR qui encode votre adresse. Et lui, simplement, il scanne ce code QR et vous l'envoie. Et vous pouvez voir sur l'instant que vous recevez des bitcoins. Il faut attendre qu'il y ait des validations, qu'ils soient inscrits dans un bloc. Mais ça veut dire que la transaction a été transmise dans le réseau. D'accord? Alors, c'est très pratique parce qu'on n'a pas besoin d'autres... Si on a vraiment le programme honnête qui fonctionne correctement, il authentifie les bitcoins. Ce n'est pas comme l'or. Si on achète une monnaie d'or, on doit vérifier que c'est bien de l'or, il y a bien la quantité qu'on veut. D'accord? D'autres questions? Je crois que j'ai répondu. Bonsoir. Oui. Est-ce que chaque ordinateur qui est un nœud du réseau a en mémoire la totalité de la blockchain? Voilà, tout à fait. Oui. Et quelle est la taille de ce Oui, fichier? bonne question. Ça, c'est une des préoccupations, c'est que la taille ne soit pas trop grande pour pouvoir la gérer avec un ordinateur personnel. Donc actuellement, ça doit être de l'ordre de 180 gigabytes, d'accord? C'est pour cette raison aussi qu'on limite la taille du bloc. Donc la taille du bloc du Bitcoin est limitée à 1 mégabyte. Donc tous les 10 minutes, il y a au plus 1 mégabyte qui se rajoute, et pas plus. On met cette restriction parce qu'on ne veut pas une blockchain énorme qui est en fait copiée dans les 10 000 nœuds du réseau. Surtout, on ne voudrait pas une blockchain qui soit de l'ordre de terabytes, donc en dehors des capacités que pourrait avoir un utilisateur privé pour créer un nœud. Donc c'est une des discussions qu'il y a eu dans l'histoire du Bitcoin. Il y a des gens qui, à un moment donné, disaient, bon, au moment où il y avait beaucoup de transactions, le réseau était engorgé, ils disaient, bon, ça se résout facilement, on augmente la taille du bloc. Mais alors les autres, ils disaient, ben, si on augmente la taille du bloc, tout d'un coup, la blockchain va devenir énorme et ça ne va plus être gérable qu'avec des data centers. Et donc, au lieu d'avoir des 10 000 nœuds, vous allez avoir une dizaine de nœuds contrôlés par Amazon, par Google, par la NSA, d'accord? Donc, ce n'est plus une monnaie décentralisée. Alors, il y a d'autres monnaies qui ont pris le parti de ne pas limiter la taille des blocs. Et bon, alors là, on s'inquiète un peu pour la question de la décentralisation. Il faut faire très attention, il y a beaucoup de projets de monnaie qui ne sont pas décentralisés, ou sont semi-décentralisés. Il y a une fondation derrière, il y a des gens qui contrôlent les développeurs, il y a des gens qui contrôlent le code. Pour le Bitcoin, comment ça se passe? Qui veut participer peut participer en améliorant le code. Et après, quand il y a un consensus, ça s'adopte. Si jamais il n'y a pas de consensus, comme il y a eu dans le cas de la taille du bloc, il y a ce qui se passe, il y a un fork. Ça, c'est très intéressant. C'est la monnaie qui se divise en deux monnaies. C'est l'organisme vivant qui évolue en deux organismes vivants indépendants. Il y a un certain nombre de nœuds du réseau qui changent les règles, et donc ils créent une blockchain qui est incompatible avec l'autre. Il y a deux blockchains qui apparaissent d'une seule. D'accord? Donc en fait, les gens voyaient les forks comme des problèmes, mais ça résout des conflits. Si jamais les gens veulent rajouter des règles que d'autres ne veulent pas, bon, on a un fork, et voilà, chacun vit dans son monde et devrait être heureux. Bon, en tout cas, c'est compliqué parce qu'il y a de la politique derrière, il y a des gens qui veulent contrôler le réseau, ils ne savent pas comment le faire et essayent de mettre des règles pour tuer la décentralisation. Mais oui, toutes les transactions, quand on décharge un nœud, on a toutes les transactions d'historique du Bitcoin, ce qui est très intéressant. Vous voyez, on n'a pas ça dans les banques, dans les transactions financières. On voudrait avoir, pour faire des études, des statistiques, toutes les transactions que font les banques. Ben, ça, on ne le sait pas. Et par contre, on a beaucoup plus d'informations. C'est beaucoup plus transparent de ce point de vue. D'autres questions? Bonsoir, merci pour la conférence. Je suis un peu étonnée qu'on fasse
autant de procès au Bitcoin, alors qu'on ne fait pas ces mêmes procès à la banque. Je pense à l'éthique, pour tout à l'heure, pour les questions mafieuses, ou les questions de sécurité. Et en fait, dans ce sens, depuis 2008, on ne peut pas dire que les banques sont irréprochables. Elles n'ont pas vraiment arrêté certains comportements. Et du coup, je me dis, votre opinion, si vous deviez conseiller, entre guillemets, un père de famille sur une bonne gestion de patrimoine, comment c'est qu'en cas de crise, au-delà de 100 000 euros, nous ne sommes pas garantis, enfin ça ne me concerne pas, mais au-delà de 100 000 euros, on n'est pas garanti de récupérer son argent. Est-ce qu'au final, à comparaison de risques, vu que vous êtes spécialiste, est-ce que vous diriez qu'il y a autant de risques de mettre au-delà de 100 000 euros de l'argent en Bitcoin, c'est-à-dire universellement disponible, etc., ou à la limite, les banques restent et les États restent quand même plus garants de garder cet argent? Oui. Merci. C'est une très bonne question. Le risque, c'est une notion qui est non mathématique et qui dépend de chacun. Et donc, ça dépend un peu de la foi que vous avez dans votre banque, dans votre État, dans votre code du Bitcoin. C'est un choix que chacun doit prendre, donc je ne peux pas conseiller. Ça, je veux dire, c'est au-delà de mes compétences de conseiller. Non, parce que ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont plus confortables à avoir leur argent en banque. On se rappelle, je veux dire, il n'y a pas tellement longtemps, des retraités qui, à la fin du mois, allaient chercher leur retraite en billets à la banque pour toucher leur argent. Ils se méfiaient des banques. Donc, en effet, il y a un risque. Mais surtout, le risque est de ne pas diversifier. Je veux dire, parce que vous parlez, en effet, les banques nous disent qu'ils assurent 100 000 euros dans chaque compte. Est-ce que c'est vrai? S'il y a vraiment un crack bancaire, oui, mais s'il y a un crack bancaire, il va garantir 100 000 euros. Mais c'est la Banque Centrale Européenne qui va les imprimer et ça va donner 100 000 euros bien dévalués. Voilà. C'est pour ça aussi que Greenspan, il a toujours dit la dette américaine, elle est toujours payable. Entre guillemets, on n'a qu'à imprimer des dollars, puisque la dette est en dollars. D'accord? Donc bon, le risque est là. En fait, je ne sais pas comment c'est actuellement dans les pays européens, mais si Deutsche Bank croule, par exemple, enfin, c'est une grosse banque, et on en parle, hein, je veux dire, c'est pas... je crois qu'il n'y a pas assez d'argent dans le fonds de garantie. Il faut imprimer de l'argent. Donc, bon, le risque est là. Et d'ailleurs, ce risque, enfin, dans des pays avec des systèmes bancaires moins solides et des monnaies moins solides, on l'a connu. Vous n'avez qu'à parler avec des Argentins, avec des Vénézuéliens, enfin, je veux dire, avec des Zimbabwe. Enfin, je veux dire, on pense qu'en Europe, ça ne peut pas arriver, mais c'est arrivé. C'est arrivé dans le passé, en Allemagne, la République de Weimar, bon, il y a pour d'autres raisons historiques, mais tout a un risque. Hein. Gérer son argent a un risque. Je pense que le plus sensé, c'est de diversifier et mettre, si c'est des économies, mettre des économies en différents paniers, pas tous les œufs dans le même panier, selon les proportions où on se sentira confortable. Il y a des gens qui peuvent se sentir confortables avec le Bitcoin, ou avec de l'or, ou avec des billets, ou avec des comptes bancaires. Donc c'est un choix que doit faire chacun. Le meilleur choix dépend de la sensibilité de chacun. Donc c'est difficile à conseiller. En plus, ça dépend un peu de chaque personne. Il y a des personnes qui ont des économies énormes. Donc il est hors question d'avoir ça, par exemple, en cash, en billets. D'accord? Alors bon... Et c'est les gens qui sont riches, ils utilisent des instruments financiers pour avoir leur richesse, bon, et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce qui est bien du Bitcoin, c'est ça démocratise un peu. C'est la même chose pour tout le monde. Le Bitcoin, il traite tout le monde de la même façon. C'est un protocole mathématique. Il ne va pas distinguer si vous êtes riche, pauvre, etc. Il va vous traiter de la même façon. Ça c'est un avantage. Mais à part ça, le Bitcoin actuellement est très volatile. Donc vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi perdre de l'argent. Je veux dire, le pic a été à 20 000 $. De 20 000 $, c'est passé à 3 000. D'accord? Donc bon, ça peut se dévaluer dans 70%.
Avant, encore plus. Je vous dis de 32 à 1. Donc c'est encore plus. Hein. Et d'autres crypto-monnaies sont encore plus volatiles. Ça, la volatilité, on voit très bien dans les... Ça dépend de l'ancienneté de la monnaie. Si la monnaie est ancienne et a une vie longue, elle est moins volatile. D'autres questions? Oui, bonsoir. Merci pour votre conférence. Vous nous avez fait une présentation assez technique, mathématique. Vous êtes mathématicien, physicien. J'ai pas mis de formule, hein. Non, vous l'avez dit vous-même. Mais justement, moi, je voudrais vous ramener sur un terrain un tout petit peu plus économique, puisque les économistes, la monnaie, c'est quand même l'objet d'études et de recherche des économistes principalement. Oui. Et donc, est-ce que... donc, c'est une question un peu béotienne, comme ça, enfin, faussement béotienne, mais est-ce qu'on peut créer de la monnaie avec les bitcoins? Autrement dit, est-ce qu'on peut accorder des crédits, donc payer à crédit des marchandises ou des transactions avec des bitcoins? Ça voudrait dire qu'on peut faire la création monétaire, et du coup, ça deviendrait vraiment des espèces de pseudo-banques. Oui, c'est ce que fait la banque habituellement, c'est-à-dire que quand la banque prête de l'argent, elle n'a pas tout cet argent. Il y a des règles qui établissent qu'il doit avoir un certain pourcentage de cet argent. Donc si la règle est à 2%, ça veut dire qu'avec 2 €, ils peuvent prêter 100. D'accord ? Donc il y a 98 euros qui apparaissent, qui sont créés par cette dette. Bien sûr, tout ceci est tenu en compte dans les masses monétaires. On sait quel type d'argent a été créé par des banques ou par des banques centrales. Donc il y a un contrôle de comment ça se passe. Il y a des règles pour éviter des risques de crack. Enfin, la règle générale... Enfin, moi, je viens un peu du monde du chaos et des systèmes dynamiques. Quand j'ai commencé à étudier les finances, j'ai senti de tous côtés un système instable qui en fait, est plus ou moins stabilisé par des politiques monétaires. Et alors, en effet, une des grandes critiques qui est faite au Bitcoin de la part d'économistes monétaires, c'est que pour une monnaie déflationnaire, alors déflationnaire, ça veut dire... Il y a des écoles d'économie qui disent qu'on ne peut pas avoir de l'argent sans inflation. Il faut que la monnaie se dévalue et donc qu'on produise constamment de l'argent parce que ça permet de donner du crédit. Ça a un sens, le crédit. Si jamais une monnaie, au lieu de se dévaluer, s'évalue, c'est très difficile de prêter de l'argent parce qu'il faut rembourser la dette plus les intérêts. Mais déjà, la dette, si vous empruntez des bitcoins et puis vous les utilisez pour une activité économique, et puis après, vous devez rendre ces mêmes bitcoins plus les intérêts, et du coup, le bitcoin a multiplié par 100 son prix, ben vous êtes sous l'eau. Vous devez rendre plus de 100 fois ce que vous avez emprunté. Donc, si vous avez une monnaie déflationnaire qui chaque fois vaut plus, le crédit est très difficile. Et finalement, l'affaire des banques, en principe, c'est le crédit. Bien que, avec une monnaie déflationnaire, l'économie fonctionne nécessairement d'une autre façon. Et bon, il y a des arguments d'économistes que moi, j'ai jamais compris personnellement, qui disent que c'est nécessaire d'avoir une inflation, donc une monnaie qui se dévalue, pour permettre le crédit. Et en effet, le crédit relance l'économie. Une technique bien apprise des économistes, c'est au moment d'une crise économique, on noie le marché avec de la liquidité pour que les gens aient de l'argent pour entreprendre. Et ça relance souvent l'économie. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que ça a un coût dans le futur. Il faut le payer après. Il faut payer avec des intérêts. Donc, en fait, quand on analyse un peu mathématiquement cette situation, vous vous apercevez que le crédit n'a un sens que pour des activités hautement productives. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Si vous achetez une maison n'est pas productive en soi. Ce n'est pas la même chose qu'acheter une machine qui permet de produire des objets que vous pouvez vendre. Mais si tout le monde achète des maisons et demande des crédits, d'où vont sortir les intérêts? De nulle part. Ce n'est pas une activité économique, alors que la plupart du crédit au niveau des citoyens se situe dans l'immobilier, par exemple. Donc, aussi, je conteste un peu cet axiome qu'une monnaie déflationnaire ne peut pas subsister. En fait, l'or est très faiblement inflationnaire et pendant des milliers d'années, les économies mondiales ont fonctionné de cette manière. Au XIXe siècle, à l'époque de la révolution industrielle, il y avait le patron or. Ça n'a pas stoppé le développement industriel.
Donc, à toute vue, moi je trouve que ça, c'est un peu des affirmations en l'air. C'est vrai que les banques ont intérêt à avoir une monnaie déflationnaire. C'est ça, c'est leur affaire, c'est donner du crédit et créer de l'argent en même temps, comme on a expliqué. D'accord ? Donc, j'y crois pas vraiment. Alors, l'argument, c'est, voilà, si vous avez une monnaie déflationnaire, donc vous savez qu'elle va valoir plus dans 2 mois. Donc maintenant, vous n'allez pas acheter un téléviseur aujourd'hui, vous allez attendre 2 mois pour acheter 2 téléviseurs avec le même argent. C'est vrai et c'est faux. Je veux dire, si j'ai besoin de manger, je ne vais pas attendre 2 mois à acheter de la nourriture. Je veux dire, une monnaie déflationnaire, ça conduit à dépenser ce dont on a besoin, de dépenser de façon plus contrôlée, plus sensée. Ça, c'est sûr. On ne va pas pouvoir... Enfin, moi, j'ai vécu au Brésil... à une époque où il y avait une inflation énorme, de l'ordre de 30%, et les gens, quand ils recevaient leur salaire, se ruaient sur les supermarchés pour dépenser leur salaire. Ils savaient qu'au bout du mois, ils pouvaient acheter 30% de moins. Donc en effet, ça active l'économie. Je veux dire, les gens, ils dépensent aussi vite qu'ils peuvent. Mais bon, c'est pas incompatible avec avoir une monnaie déflationnaire, avec avoir un patron or. Certainement, avoir une monnaie rigide comme le Bitcoin empêche les politiques de quantitative easing, de liquidité que peuvent faire les banques centrales pour relancer l'économie. Ça, c'est un fait, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que ces politiques aboutissent au bout du temps? Parce qu'il y a des cracks continuellement. Et souvent, ces cracks sont causés par cette dette qui est accumulée dans le passé et qu'il faut payer à un certain moment. Moi, j'ai un commentaire et une question. Et puis après, on va s'arrêter, parce que ça sera l'heure. Donc, moi, mon commentaire, il est sur le fait que nos monnaies, dans lesquelles on a confiance dans nos monnaies, c'est ce que vous avez dit dans votre première slide, l'argent, c'est d'abord et avant tout, dans nos économies modernes, une question de confiance. On a confiance dans l'objet qu'on manipule, qu'il soit physique, matériel, ou qu'il soit, comme aujourd'hui c'est le cas, nos comptes en banque. Mais je voudrais rappeler que quand même, dans les 2 dernières décennies, il y a eu 2 faillites absolument énormes. La faillite Enron, qui a vraiment mis à mal le système monétaire international et qui a abouti aux accords de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3. C'est des accords qui ont eu lieu à Bâle, la ville de Bâle, et qui ont rigidifié et véritablement codé avec beaucoup de profondeur et régulièrement revu la manière dont les banques, les systèmes bancaires mondiaux codaient, c'est pas du code, hein, mais travaillaient entre elles pour sécuriser les systèmes. Et les États leur ont imposé d'avoir des stocks ou de monnaie ou d'or ou de je ne sais trop quoi pour garantir que ces faillites absolument colossales ne pourraient pas se reproduire. La dernière étant celle de 2008 avec l'inflation délirante et le système, les prêts démentiels faits par les banques américaines à des personnes qui n'auraient jamais eu les moyens de payer pour rembourser. Et on a vu que ça a été un drame mondial puisque nos monnaies sont interconnectées. Alors ça, ce n'était pas une question, c'était un commentaire. Mais ma question, elle est absolument primitive. Dans l'hypothèse où j'aurais du Bitcoin, je n'en ai pas. Qu'est-ce que je peux acheter avec? Et à qui je peux acheter quelque chose? Est-ce que je peux le transformer en euros, en or ou en billets d'avion? Mais comment je fais? Oui. Vous avez 3 minutes. Pour votre commentaire, je suis très sensible. Quand je travaillais à l'Université de Californie, une partie de nos retraites était en RON. Et on a vu disparaître tout d'un coup 3% des retraites que les professeurs avaient à l'Université de Californie. Aussi, pour les affaires des subprimes, il faut que les mathématiciens financiers chantent leur mea culpa, parce que les mathématiques, en fait, ils ont permis d'évaluer des objets, des instruments financiers très complexes. Il y a des mathématiques très évoluées. Malheureusement, les mathématiques sont toujours correctes si on les fait correctement, mais l'application des mathématiques, souvent, n'est pas faite dans les hypothèses des théories. Et c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, on a une belle théorie mathématique, et puis la pratique est différente. Donc, il faut distinguer du mathématicien théoricien des mathématiques appliquées et comment on l'applique. Comment on fait pour utiliser des bitcoins? Par exemple, vous pouvez aller voir bitcoin.fr, il y a une liste de sites où il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais il y a des endroits où ils acceptent des bitcoins. Par exemple, à Paris, il y a une réunion des bitcoiners tous les mois
au soft bar, c'est un bar où si vous voulez payer votre consommation au Bitcoin, vous le faites. Si vous voulez acheter des choses dans un magasin, à Carrefour, il y a des cartes bleues que vous pouvez recharger en Bitcoin. Donc vous rechargez en Bitcoin et après vous allez payer au Carrefour comme vous faisiez avec votre carte bleue bancaire. D'accord? Donc c'est une façon d'acheter n'importe quoi avec du Bitcoin. Ce que les Bitcoiners aiment, c'est les magasins, enfin là où on peut acheter vraiment directement avec du Bitcoin. Et vous avez des listes où il y a des endroits et des ventes, des endroits où on vend par correspondance. Donc bon, je vais dire, en effet, c'est une économie émergente. Donc vous ne pouvez pas espérer que dans le coin de rue, vous allez trouver dans votre boutique préférée, ils vont accepter des Bitcoins. Donc c'est un développement. Donc dans certains endroits, c'est plus développé que dans d'autres. En Allemagne, vous allez à Berlin, il y a toute une rue où tous les restaurants, etc., acceptent des bitcoins. Dans certains pays, c'est plus développé que dans d'autres. Donc ça dépend un peu de la culture de chaque pays et de ce qu'ils aiment. Donc, et de la culture aussi de bitcoin ou de crypto-monnaie qu'il y a dans chaque endroit. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.